Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au-delà des tatamis, un podcast présenté par la VLB Team où l'on parlera du jiu-jitsu brésilien, des enfants et de l'impact social. Au fil de nos podcasts, on explorera l'impact profond que le sport peut avoir dans les communautés en offrant à nos plus jeunes des outils pour naviguer dans les défis de la vie. Alors si vous êtes prêts à découvrir comment la pratique du jiu-jitsu brésilien se transforme en une véritable force positive dans la vie des enfants, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous pour des récits inspirants avec nos différents invités qui nous partageront leurs expériences, leurs secrets et surtout leurs passions. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous, nouvel épisode de Au-delà des tatamis pour parler encore et toujours, comme à notre habitude, du jiu-jitsu brésilien, des enfants et de l'impact social, c'est-à-dire qu'est-ce que le jiu-jitsu peut nous apporter dans la vie de façon très générale. Et aujourd'hui, on reçoit le marchand de sable. Alors je vous rassure, il ne va pas vous endormir, au contraire, vous allez voir qu'il y a plein d'histoires, plein de choses inspirantes, mais on est avec Samir Ben Saïd. Samir, merci beaucoup pour ta présence. Bienvenue à toi. Bien, c'est avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur d'être invité et voilà, j'espère pouvoir partager de la valeur avec ceux qui vont nous écouter aujourd'hui. Ça, je suis sûr que ça va être le cas parce que tu as vraiment une histoire inspirante et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous allez voir, on va passer par plein de sujets. L'expérience de Samir dans le jiu-jitsu et autour du jiu-jitsu, elle est vraiment variée. Elle est très, très inspirante. Donc, merci encore, Samir. On est très, très heureux vraiment de pouvoir partager ce podcast avec toi. C'est notre 6e podcast. Et on est passé par plein de thématiques et voilà, aujourd'hui avec toi, on va encore approcher des nouvelles thématiques et notamment certaines thématiques qui nous touchent particulièrement, ce qui va toucher notamment aux enfants, aux handicaps, etc. Donc vraiment une belle expérience. Restez avec nous, vraiment, il y a vraiment des belles histoires qui vont arriver dans ce podcast. En tout cas, j'en suis déjà persuadé. Vous savez que nous, les podcasts, on les écrit pas. On vient, on s'assoit, on discute et je suis déjà très, très enthousiaste de ce qui va pouvoir être échangé dans ce podcast. Samir, alors, comment te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Compétiteur, coach, auteur, homme de réseau, formateur. Voilà, donc vraiment beaucoup de choses à ton actif. Donc, tu es ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, tu es compétiteur, médaillé. Ça fait combien de temps que tu fais de la compète ? J'ai fait ma première compétition en 2008. Juin 2008 exactement. Voilà, tu as un peu de calcul mental. Ça fait 15 ans, 15-16 ans. 16 ans, donc voilà, 16 ans de tatami et de bagarre, de compétition. Et ceinture noire, t'es Savigny ? Oui, ça fait maintenant 20 ans que j'habite à Savigny-le-Temple. Voilà, je suis originaire de Seine-et-Marne de base, sud Seine-et-Marne, puis après j'ai bougé un petit peu à Savigny. Voilà, j'ai trouvé un pied-à-terre là-bas. Et voilà, ça fait 20 ans que je suis sur place. J'ai développé du jiu-jitsu sur place et voilà, je me sens bien là-bas. Mes enfants ont grandi là-bas. Et, c'est voilà, la maison, quoi. Pour le moment, c'est la maison. Ouais. Pour le moment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en quelques minutes dans le jiu-jitsu brésilien ? Ok. Voilà, par où t'es passé. Donc, pour faire rapide, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien relativement tard. Là, je sais que vous donnez des cours à des enfants, il y en a qui commencent très tôt, 4 ans, 5 ans. Moi, je me suis vraiment mis dans le jiu-jitsu brésilien, j'avais 29 ans. Du coup, j'étais presque déjà un master quand j'ai commencé. Master, pour ceux qui savent pas, c'est les catégories de plus de 30 ans. Et du coup, voilà, pour moi, le jiu-jitsu brésilien, de base, j'avais pas d'ambition particulière, en proprement parler dans la discipline, être champion ou quoi. Initialement, c'est un combat contre moi-même, dans le sens où ça fait un peu, des fois ça fait bullshit, un combat contre soi-même. Mais moi, quand j'ai grandi, j'ai manqué beaucoup de confiance en moi. Et en fait, au travers du jiu-jitsu, j'essayais de me redonner cette force qui me manquait. Et voilà, petit à petit, à l'entraînement, je recevais les premiers encouragements de mes coéquipiers. Ah, c'est bien ce que tu fais, Samir. Et moi, tu sais, c'est un shoot de dopamine que j'avais pas eu dans ma vie avant, tu vois. Et donc, du coup, je me suis accroché à ce truc qui comment dire, qui était agréable, en fait, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que j'ai... Donc, à 29 ans, tu commences. En fait, en fait, pour être tout à fait exact et précis, j'avais commencé vers 25-26 ans. Ok. Mais j'étais vraiment pas régulier.
C'est-à-dire, je m'entraînais une semaine, je venais pas pendant un mois. Je faisais des va-et-vient. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais un emploi où je travaillais une semaine, je sais plus, le soir, une semaine, enfin en décalé. Du coup, ça faisait une semaine que je pouvais pas m'entraîner. Et du coup, après, j'ai pas fait pendant un an. Et en gros, mais quand j'ai eu 26 ans, je sentais la force de cet art martial. Je me disais, comment t'as connu le jiu-jitsu? Pourquoi le jiu-jitsu? Alors, moi, j'ai toujours kiffé les arts martiaux. J'ai toujours voulu faire des arts martiaux. J'ai un problème avec les arts martiaux où il y a de la percussion, des coups. Donc, c'est un peu embêtant. Du coup, j'avais fait du judo en étant plus jeune, comme beaucoup de jeunes en France. On est tous plus ou moins un peu passés par le judo. Et je me rappelle, j'étais dans une période, donc c'était avant le JJB. J'avais, je sais pas, 22, 23 ans, comme ça. Et je parlais avec un gars dans l'emploi que j'avais à ce moment-là. Et je lui dis que, ouais, je veux faire des arts martiaux, mais je sais pas trop quoi, tout, machin. Et ce mec, en fait, c'était un fan de Bruce Lee, mais genre fan, genre, ouais, Bruce Lee, son sang coulait dans ses veines. C'était un truc de fou, toi. J'avais jamais vu un mec aussi passionné, mais il était vraiment passionné. Ouais, un vrai fan, mais genre, connaisseur, non seulement fan, mais connaisseur d'arts martiaux. D'art martial, enfin des sports de combat, de Jet Kune-Do. C'est lui qui m'a appris le Jet Kune-Do, que c'était l'art martial de Bruce Lee et tout. Et il me dit, écoute, Samir, je vois ton tempérament, ça fait un an qu'on bosse ensemble, je vois t'es plutôt comme ça. Peut-être teste le jiu-jitsu, tu vois, mais jiu-jitsu traditionnel, il me dit, tu vois, parce qu'il connaissait pas le jiu-jitsu brésilien. Ouais. Et bien qu'à l'époque, il me parlait déjà de free fight, ce mec, tu vois. Il y avait déjà eu, je sais pas s'il avait fait des combats clandestins à l'époque. D'accord. Tu vois. Et là, je te parle, on est en 2002 comme ça, tu vois. Ah ouais. Et il me dit, essaye le jiu-jitsu traditionnel. Donc, tac, il me dit je fonce dans un truc de jiu-jitsu traditionnel. À l'époque, j'habitais à Paris dans le 12e. C'est une période où j'ai vécu 2 ans à Paris. Donc, j'étais dans le club de Éric Pariset à l'époque. C'était un des pionniers un des précurseurs du jiu-jitsu traditionnel. Il faisait les festivals des arts martiaux à Bercy. Son père était une figure dans le judo national français. Okay. Donc j'ai appris avec lui pendant 2 ans. Et après j'ai déménagé à Savigny-le-Temple. Donc moi j'ai voulu continuer. Et moi dans tout ce que je fais, je suis un petit peu j'aime aller à fond au bout des choses. Donc je commence à acheter des livres de jiu-jitsu traditionnel, tu vois. J'achète les livres de judo, Jigoro Kano, je commence à étudier. Et après il y a Internet. Donc je tape jiu-jitsu sur Internet, tu vois. Et je tombe jiu-jitsu Gracie, machin, tu vois. Après, je suis brésilien. J'avoue, là, l'embrouille dans ma tête. Et je me rappelle littéralement à l'endroit où je suis. Je suis sur mon bureau, sur mon écran. Je suis en train de pianoter. Et tu vois, je vois Royce Gracie, tu vois. Et je vois qu'il défonce tout le monde à l'UFC. Après, je cherche, tac. Je vois des frères. J'entends Rogler, Rickson. Rickson, c'est qui? Parce que je vois une interview de Royce, il dit, ouais, moi j'ai gagné, mais mon frère, il est 10 fois plus fort que moi. Je fais, ah, c'est quoi ce truc de ouf? Tac, je cherche. Rickson, le truc invaincu, la légende, en plus, tu sais, les beaux gosses et tout, les fluides et tout. Je fais, c'est quoi ce bordel? Et, pardonnez-moi, je vais dire des gros mots parfois, et je m'en excuse. J'essaie de m'améliorer là-dessus. Ça, c'est quand on calcule pas, ça. C'est quand on parle avec le cœur. Et du coup, je me dis, c'est ça. Et tu vois, en fait, j'ai cette sensation à ce moment-là que je découvre l'art martial que j'ai toujours voulu faire. Et tu sais, j'ai soif, en fait. Je me dis, j'ai perdu trop de temps. C'est bon, c'est ça. Ah ouais. Tout de suite, j'ai vu que c'est ça parce qu'il y avait pas de coups. Les mecs, ils étaient moins forts que les autres et ils gagnaient en finesse. Tu vois, c'était beau, tu vois. Tu peux faire abandonner quelqu'un sans le blesser, en fait, tu vois. C'est ce qui a fait la renommée du jiu-jitsu brésilien. Voilà, vraiment, et moi, je fais, en fait, ça collait trop à ma personnalité. Je fais, purée, c'est ça que il me faut ça, tu vois. Et, du coup, je cherche un club de jiu-jitsu brésilien, du coup. Et il se trouve qu'à 5 km de chez moi, à Savigny-le-Temple, il y avait Aziz Cherigui, un des pionniers du JJB français, littéralement, puisqu'il a participé avec, je sais plus, c'était combien, 8 ou 9 personnes. Ils ont participé aux premiers championnats du monde qui ont eu lieu à Rio en 1996. Ouais. Donc, j'ai la chance, moi, à 5 km de chez moi, qu'il y a un mec qui a fait le premier championnat du monde. Clair, tu vois. C'est clair. Donc, du coup, je commence mon cheminement, mon entraînement avec lui. Et puis, très bon pédagogue, Aziz Cherigui, vraiment pédagogie vraiment excellente. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, je me sers de certains éléments de langage qu'il employait, tu vois, parce qu'ils m'ont marqué, tu vois. Marqué, ouais. Ouais. Et du coup,
Voilà, je fais mais au début, voilà, et là, j'entre dans la période où je kiffe l'art martial, mais je suis pas régulier. Donc, je me décourage, j'y vais pas. Et en gros, plus ou moins à 29 ans, je me dis, c'est bon. Je me rappelle, j'ai retrouvé le mail il y a pas longtemps. Ça faisait 1 an que j'avais pas fait, 1 an et demi. Ouais. J'envoie un message à Aziz, j'ai retrouvé le mail. Hein. Oui, je sais plus si je lui dis bonjour au Salem. Tac, c'est Samir, je sais pas si tu te rappelles de moi, machin. On était au mois de mai. Est-ce que je peux venir faire la fin de saison avec vous et tout toi, je voulais juste décidé. Ça... Ouais, je suis tac. Il m'a dit bon bah passe, on va voir toi, on va voir ce qu'on va faire de toi. Et de ce mois de mai là, en fait, je savais que ce qui m'avait manqué, c'était de la régularité. Donc je me rappelle, j'ai pris mon calendrier, je l'ai mis sur mon bureau, j'ai noté la date, je sais plus, c'était mi-mai, j'ai coché, je me suis dit, à partir de maintenant, tu coches tous tes entraînements, comme ça tu as un visu et tu dois en manquer aucun. Mm-hmm. Et si au bout d'1 an, t'as pas progressé, arrête, c'est pas fait pour toi. Mais donne-toi 1 an. Et donc... Tu t'étais mis la pression, quoi. Ouais, je me suis dit, je kiffe l'art martial, je lui ai pas donné sa chance, parce que j'étais pas régulier, donc j'y avais, je me faisais littéralement... Ouais. Ça venait par tout le monde. Je me faisais, que le jiu-jitsu, c'est en plus caractéristique de ça, c'est-à-dire tout nécessite rigueur et abnégation pour performer, mais le jiu-jitsu encore plus que encore plus que beaucoup de sports, parce que il faut vraiment répéter pour que les choses deviennent des réflexes. Et c'est un sport qui nécessite ça, quoi. Ouais, et puis tu fais face à... Parce que le jiu-jitsu, tu peux pas mentir, en fait. Ça veut dire... Tu te fais rouler dessus, t'as pas d'excuse, en fait. Ouais. Le mec, il a été meilleur que toi, t'as pas d'excuse. Ah, c'est clair. Les choses sont claires, quoi. Oui, les choses sont claires, tu vois. Il y a pas de... Tu peux pas bégayer, tu vois. Donc, mais c'est ça que j'aimais aussi, tu vois. Et du coup, de ce jour-là, je peux le dire, jusqu'à aujourd'hui, j'ai été régulier, j'ai pas arrêté. Donc ça jusqu'à aujourd'hui, donc mai 2008, on est juillet 2024, j'ai pas arrêté. 16 ans de pratique. Si j'arrête parfois 1 semaine ou 15 jours, c'est vraiment volontaire. C'est parce que des fois, je sens que mon cerveau il a besoin de passer à autre chose. Mais toujours en tâche de fond, il est en train de penser jiu-jitsu, toujours. Et voilà. Et donc tu commences donc à cette époque-là. Ça fait 16 ans, et donc tu fais donc tes compétitions. Tu es compétiteur dès le début? Alors, au début, pas du tout. C'est un truc de ouf, parce que je m'entraîne. Là-bas, je t'ai dit, la première compète, c'était en 2008. Donc là, on est au mois de mai 2008. Et je me rappelle, les mecs, ils étaient en prépa d'une compète. Donc ça veut dire, ils savaient depuis des mois qu'ils allaient faire cette compète. Et puis tu sais, à l'époque, c'est pas comme maintenant. On avait, en région parisienne, il y avait 2 compètes dans l'année. Beaucoup moins. Vraiment. Tu vois, il y avait Open Urban Team pour les Parisiens. Il y avait l'Open de Carcassonne qui était très connu à l'époque dans le sud. Et puis, après, tu te dépatouillais comme tu pouvais, tu vois. Et en plus, c'était un délire pour avoir les informations à l'époque. Ouais. Les informations. Il n'y avait pas les réseaux. Donc, c'était, je connais le numéro d'un gars. On parle d'une autre époque. Ouais, il y a le numéro d'un gars qui organise une compète. Alors, on se tapait pour avoir le numéro. Tac, ouais, c'est bien là, la compète. Ouais, ok, non, tu t'inscrivais sur place et tout. Ouais. Donc, j'arrive, je suis là, et les mecs, ils sont en train de préparer une compète et tout. Bon, tu vois, c'est leur truc et tout. Et puis, il y en a un, il me dit, vas-y, pourquoi tu la fais pas? Oh, putain. Je suis pas là pour ça, les gars. Je suis pas là pour ça. J'ai d'autres batailles, tu vois. Ouais. Et moi, quand je dis que je manquais de confiance en moi, c'est un vrai truc. Ça veut dire... Ça t'impactait dans ta vie? Ça m'impactait. C'était un handicap. C'était vraiment un handicap. Bon, c'est dû à la façon dont j'ai été élevé. Donc, mes parents m'ont donné l'amour qu'il fallait. Ils m'ont élevé de la meilleure façon qu'il fallait, selon eux. Et ça m'a construit. Mais il y avait un côté un petit peu... voilà, pour un enfant, grandir dans cet environnement, tu sais, c'était vraiment très dur, tu vois. Mes 2 parents mon père vient d'Algérie, il a émigré, c'était la guerre, le machin, le truc. Ma mère, c'était d'autres combats. Et c'était intransigeant surtout, mais du coup... c'est le doute permanent. En fait. Ouais, c'est le doute permanent, rien n'est jamais assez bien, rien n'est bon, en fait, tu vois. Ouais, mais tu peux donner le meilleur de toi, tu fais un truc de ouf, mais c'est de la merde, en fait, tu vois. Et du coup,
Et des exemples, je me rappelle que ne serait-ce que quand le téléphone il sonnait à la maison, qu'on me demandait de répondre, j'avais peur de répondre au téléphone, tu vois. C'était à ce moment-là. Ou quand ma mère me disait va chercher du pain. Ouais, la peur de mal faire, quoi. Va chercher du pain à la boulangerie. J'avais peur d'aller parler à la boulangère. Et de prendre la baguette pas assez cuite ou trop, ouais, ou trop voilà, cuite. J'avais peur de parler, j'avais peur de me tromper. Tu ramènes la baguette, tu la fais tomber. Tu vois le. Et donc ça a développé chez toi vraiment ce manque de confiance en toi, le doute dans les initiatives. Exactement. Paradoxalement, tu vois, je sentais quand même que j'avais une force en moi, tu vois, je sentais un truc, tu vois, je sens, tu sais, je suis pas à mon potentiel. Et les endroits où je retrouvais un peu de force et de vigueur, c'était dans le sport. J'ai fait beaucoup de sport collectif, du foot, du basket, et je lâchais rien, tu vois. Même si j'étais pas le plus doué techniquement, j'étais le mec qui était prêt à crever sur le terrain, tu vois. Et donc du coup les coachs ils m'aimaient bien, tu vois. Tu l'envoies au charbon, et, tu vois. Donc les coachs ils aiment bien ce genre de profil, tu vois. Toujours prêt à aller à la guerre et tout. Donc les fidèles. Exactement. Et du coup, je savais que j'avais ça en moi, tu vois, mais je savais pas comment l'exprimer, je savais pas comment bidouiller le truc, tu vois. Et donc du coup, les mecs ils arrivent à me convaincre de faire la compète. Je fais bon bah vas-y, ok. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait. Enfin 1 an et demi. Pour moi je commence en fait. Vraiment c'est vraiment un départ parce que ce que j'ai appris avant, je me rappelle même plus de ce que j'avais fait avant, tu vois. Et du coup j'y vais. C'était Open Urban Team à Duny, je me rappelle. Et ma première compète. Et en fait moi mon challenge c'était de juste réussir à me présenter sur le tatami le jour J. C'était ça. Si j'arrive à faire ça, c'est bon, j'ai gagné. Parce que moi, d'où je viens, avoir peur de demander une baguette à la boulangère, me présenter devant un mec pour me battre, c'est un autre monde, tu vois. Tu vois, je viens de loin, tu vois. T'étais pas un profil bagarreur, même en dehors? Non, jamais. Donc c'était pas même pas ton tempérament? Non, c'était pas mon tempérament. Je me suis quasiment jamais battu. Je me suis battu, en fait, à chaque fois, à l'époque, je me suis battu à chaque fois que j'ai changé d'établissement une fois. Enfin, j'étais profil, les mecs, ils venaient me faire chier, tu vois. Quand j'arrêtais, j'étais timide, tout machin. Et en fait, il fallait marquer un grand coup dès le départ. Donc, je faisais un truc de ouf à chaque fois au mec. Tu sais, je passais une rage de ouf. Les mecs, ils disaient, il est taré, celui-là, on le laisse tranquille pour l'année. Et puis, tu vois. C'est la technique, ça. Ouais, écoute, la technique de survie, on fait avec les moyens du bord, tu vois. Et du coup, ouais, le challenge pour moi, c'était juste de réussir à monter sur le tapis, tu vois. Et je me rappelle, 29 ans, là? Là, 29 ans, ouais. 29 ans. Ouais, 29 ans. Et je me rappelle, j'arrive, on m'appelle, et je savais même pas qu'il y avait des catés de poids, tu vois, pour te dire. Je savais même pas. Donc on me pèse, et tu sais qui c'est qui m'a pesé, je me rappelle encore, tu vois. C'est comme si c'était hier, parce que c'était tellement intense émotionnellement que je me rappelle de tous les détails, tu vois. C'était Hakim Aïtouaret qui était à la pesée. Il me pèse, et à l'époque, je pesais 86 kilos. Je savais même pas cette information-là. Et donc, il me pèse et tout, machin. Et puis, mais alors, du moment où j'ai dit je fais la compète et du moment où j'y suis allé ce jour-là, oh là là, c'était un enfer. Tu vois, c'était stress, angoisse. La moindre petite douleur me disait, bah, non, ne la fais pas, faut pas que tu y ailles. Les discussions tu vois. Et mais du coup, j'y suis allé. Bon, là, je tremblais, la peur, mais vraiment la peur, la gorge desséchée. En marchant pour aller combattre, je crois que j'allais tomber dans les pommes et tout. C'était vraiment. Après, je suis sur le tatami, je fais bon, ok, Samir. En vrai, t'as gagné parce que t'es là. t'es là, tu vois. À la limite, va dire à l'arbitre que c'est bon, tu déclares forfait, tu vois. C'est bon. Et je me rappelle. Il me fait saluer votre partenaire. Et moi, en fait, depuis tout à l'heure, je regarde en bas, tu vois. Je regarde en bas. Salut votre partenaire. Et puis, tu sais, je sens que la main, elle est grosse quand même, tu vois. Putain. Il fait la muscu. Je lève la tête, je vois un gros Renoir comme ça. Je suis ça va être chaud et tout. Et je savais faire qu'une chose à l'époque, c'était garde fermée, étranglement. Comme un signe. Et du coup, je me rappelle, combat, je cours, j'ai l'impression que je fais un sprint de 400 mètres. Alors que c'est que 2 pas, en fait, tu vois. Mais dans ma tête, j'ai l'impression que il y a 3 mètres entre toi et l'adversaire. Je cours. Je fais un jump guard, c'était autorisé à l'époque en ceinture. Jump guard, je mets une main au col,
Et je me rappelle toujours, j'ai ma main gauche au col et je me rappellerai toujours, je vois un bout de kimono blanc qui dépasse comme ça. Je fais, vas-y, attrape au cas où, tu vois. Et quand je l'attrape, tu vois, la sensation que j'ai, quand je serre, c'est comme si j'étais en train de tomber d'une falaise. Si je lâchais, j'étais mort, en fait. Si je lâche, je suis mort. Alors j'ai serré, et puis je fais, bah, j'attends de mourir, tu vois. Et d'un seul coup, le mec, il tape. Et puis, c'était pas prévu, en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? C'était pas prévu. Et puis voilà, du coup, bon, pour finir sur l'anecdote de la compétition, moi, j'étais tellement content. C'était tellement d'un autre monde. J'étais même pas là pour gagner. Je savais même pas. Je fais, purée, gagner, le mec, il vient me féliciter et tout. Non, les mecs, c'est pas ce que vous croyez, là. J'étais en mode survie. J'étais en mode survie. Donc, je remonte dans les tribunes. Mes potes, ils me félicitent. Je me rhabille et tout, machin, truc. Et puis, j'entends après, Samy, il aurait rappelé pour un deuxième combat. C'est pas fini, mince. C'est pas fini. Je crois que j'avais. Et puis, le deuxième combat, j'ai perdu en 10 secondes parce que j'ai dû me prendre un triangle. Ouais. Mais pour moi, le job, il était fait. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, vas-y, essaye une deuxième. Et puis après. Et au fur et à mesure des compétitions, t'approchais mieux les compétitions. Enfin, ça t'aidait à gérer ton stress, ton angoisse. Ouais, c'était, ouais, on peut dire ça. C'était un mix de l'entraînement, ce qui se passait à l'entraînement. J'avais des bons partenaires, tu vois. Ils étaient bienveillants, vraiment, tu vois. Il y avait Kofi Ishak, avec qui plus tard on a monté le club ensemble, Imana. Ils étaient là à mes débuts et ils étaient toujours aux petits soins, donc ils avaient toujours un mot d'encouragement. Il y avait un autre ami, Aziz Bouziane, un très talentueux, un truc de fou. En fait, lui c'est le genre de mec, il s'entraîne pas pendant 6 mois, il revient, il met des roustes à tout le monde et il repart. Tu vois? Et le mec, il te dégoûte, tu vois. Il vient juste pour te faire douter. Voilà. Ouais, vraiment. Mais les mecs, ils étaient vraiment bienveillants. Ouais. Et donc, du coup, quand je faisais des trucs bien, ils m'encourageaient et tout. Moi, j'avais besoin de ça, tu vois. D'où je viens, c'était bon à prendre, tu vois. De façon générale, voilà. Tout le monde a besoin de ça. Ouais, et du coup, après, je me suis dit, bah, vas-y, on continue la compétition. J'ai une deuxième. Puis après, ma troisième, c'était les Europes 2009 en ceinture blanche. Ma troisième compétition. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic parce que je fais 5 combats. Je crois que je perds la finale, le 5e combat ou le 6e, je sais plus, mais c'était long, tu vois. Je me rappelle que c'était long. Et puis je reviens avec une médaille d'argent en novice, ceinture blanche. C'était en master, du coup. Et là, je me suis dit, ouais, peut-être tu peux faire un truc, tu vois. Peut-être tu peux faire un truc. Et quand je regarde mes combats de l'époque, c'est marrant. Je vois une niaque, une arme que je me reconnais pas, en fait. Je vois un mec je vois un autre gars qui se débat pour sa vie, en fait, dans tout, tu vois. Il y a un côté un peu touchant, et parce que je sais par quoi il est en train de passer, je sais ce qu'il a traversé. Et voilà. Puis après, on fait son cheminement petit à petit, quoi. Du coup, tu prends conscience que les premières impressions que tu as eues en disant j'ai quelque chose, à ce moment-là, tu dis en fait, il y avait vraiment quelque chose, et là, j'arrive à le formaliser, j'arrive à l'identifier. Exactement. C'est ça, t'arrives à le traduire par des comportements sur le tatami que t'as pas à l'extérieur. J'arrive à trouver un terrain d'expression de ce truc que j'ai au fond, où je peux tout lâcher. Je peux tout lâcher. C'est-à-dire, c'est pas que physiquement, c'est aussi le jiu-jitsu, c'est plein de choses. Et en fait, c'est pour ça que je suis attaché à la compétition, pas au-delà. Alors, pendant un moment, oui, tu veux que des médailles. Mais avec le temps et un peu de maturité, on va dire, ce que je trouve beau dans la compétition et dans un combat, par exemple, tu combats 5 minutes, 6 minutes, c'est que pendant ces 5 minutes-là ou 6 minutes, tu dois faire la partition parfaite. C'est-à-dire, techniquement, tu dois être parfait, physiquement, tu dois être parfait, mais le plus important, mentalement, tu dois être parfait. Stratégiquement, tu dois être parfait. Donc, on n'est jamais parfait, tu vois. C'est que des curseurs que tu montes et que tu descends. Et tu essayes de faire en sorte que tous tes curseurs soient le plus haut possible. Et donc, moi, j'avais ce truc-là. Et j'ai trouvé ce moyen d'expression au travers de la compétition, au travers cette zone de combat. Ce temps qui t'est imparti, 5 minutes, peu importe, 6 minutes, 7 minutes, le temps que tu combats. Et là, tu dois... c'est comme tu es un peintre. T'as ton tableau, il est vide. Et tu fais ton œuvre, tu vois. C'est ton terrain d'expression et tu peux y aller. Et puis, et voilà. Et donc,
Donc voilà, au début, bah, c'est juste vraiment, au début, c'est vraiment un combat contre moi, retrouver de la confiance, et puis, pour en parler plus tard après, parce que c'est important dans le coaching aussi, quand tu vas coacher des gens, c'est de trouver leur pourquoi et leur motivation. Ok ? Comprendre pourquoi ils sont là. Pour comprendre pourquoi ils sont là. En fait, ça, c'est un travail intrinsèque que chaque athlète doit faire. J'aime pas les il doit, tu dois, il faut, mais si tu veux performer à haut niveau, tu dois avoir une motivation forte, profonde. Tu dois avoir, les Américains, ils appellent ça le why, le machin, le truc. Enfin, je vais te prendre un exemple, 2-3 exemples concrets. Premier exemple, t'as les Brésiliens, on sait qu'ils sont chauds, machin, mais pourquoi ? Parce que la plupart d'entre eux vivent la misère, ils veulent sortir de la favela. Exact. Je caricature, ok ? Donc le mec, il a un pourquoi. C'est-à-dire, si tu vas te battre contre lui, il se bat pour sa vie. Si toi, ta motivation, elle est pas aussi forte, tu vas pas rivaliser. C'est plus un problème de technique, c'est un problème d'envie. Les deux sont pas prêts à mettre le même niveau de sacrifice pour atteindre l'objectif. Exactement. Ou quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de Tchétchènes qui venaient en Europe parce qu'ils fuyaient la guerre. Tu vois, à l'époque, c'était contre la Russie. Enfin bref. Eux, quand tu te bats contre eux, cette première génération, là, c'est leurs enfants maintenant qui sont là. Mais la première génération qui était là, bon, les enfants, ils ont gardé ça, tu vois. Mais moi, je me rappelle, je combattais avec Mohamed Amin. Je lui fais une dédicace parce que ça nous arrive de nous croiser, de se revoir. Tu peux pas le faire taper, en fait. Il va se casser le bras à l'entraînement, mais il ne va pas taper. Pourquoi ? Parce que le mec, il a encore des éclats d'obus dans la jambe, tu vois. Un vécu qui a forgé un caractère. Ok, donc du coup, si tu fais face à des mecs comme ça en compétition, et que toi, ta motivation, elle est pas aussi forte qu'un de ces gars-là, tu peux pas rivaliser. Tu peux pas. C'est pour ça, quand on parle de l'aspect mental, c'est aussi cet aspect-là qu'il faut travailler. J'en ai parlé aussi à mon fils quand il m'a dit qu'il voulait performer, il voulait y aller. J'ai laissé. Après, je lui ai dit, OK, maintenant, il faut que tu travailles là-dessus. Ça sert à rien, sinon. Combien d'athlètes talentueux on a vu en France ou en Europe, mais on va prendre en France, qui ont fait 1 an, 2 ans, 4 ans, et puis après, il n'y a plus rien. Ouais. Et pourtant, le mec, c'était des tueurs à gages. Et donc, moi, pour revenir à moi, entre guillemets, moi, mon pourquoi, il était tellement fort, c'est-à-dire, moi, en fait, je voulais prouver à mes parents qu'ils avaient tort. Et si je perdais, ils avaient raison. Je suis pas une merde. Et je vais vous le montrer. Et du coup, je pouvais pas louper un entraînement, en fait. Je pouvais pas me plaindre de la douleur parce que si je manquais, ils avaient raison. Alors, quand je dis ça, j'ai pas de rage contre mes parents parce que vraiment, j'ai tout l'amour que j'ai pour eux et c'est un beau cadeau qu'ils m'ont fait en plus. C'est un vrai beau cadeau, hein. Ils m'ont donné un niveau d'exigence que personne n'aurait pu me donner. Et il fallait passer par ça. Donc moi, mon pourquoi, il était fort. C'était, je vais mourir, mais littéralement, je meurs sur le tatami. Alors ça paraît peut-être extrémiste de dire ça, mais pour moi, c'était une question de survie, tu vois. Donc mon pourquoi, il était fort. Et donc du coup, je ne combattais pas pour avoir des médailles, en fait. Je combattais pour leur prouver qu'ils avaient tort. Et pour toi, en tant qu'entraîneur, et on pourrait faire même des extensions de ça, mais il faut comprendre le pourquoi de ton élève. Ah, alors, t'es pas obligé de le comprendre, le pourquoi, selon moi. Selon moi. T'es pas obligé, par exemple, à mon fils, je lui dis, tu dois avoir ton pourquoi, mais t'es pas obligé de me le dire. Parce que des fois, c'est intime, tu veux pas le partager, tu vois. Peut-être t'es mal à l'aise. Mais il faut que pour toi, il soit clair. T'es pas obligé, et l'entraîneur, il est pas obligé de le savoir, hein. On n'a pas besoin de faire toi, des fois, c'est intime, des fois, tu peux demander, écoute, c'est ton domaine intime, parce que c'est très, là, ce que je vous le dévoile avec facilité, mais c'était un cheminement, j'aurais jamais pu vous parler comme ça il y a quelques années. Donc, faut le mettre à l'aise. Tu lui fais comprendre qu'il a besoin de ça s'il veut performer loin et longtemps. En fait, parce que la motivation, t'es motivé, il y en a, les jeunes, ils écoutent de la musique, ils sont motivés. Mais quand la musique, elle s'éteint, t'es plus motivé, tu vois. T'es motivé, tu regardes une vidéo de JB, ouf.
quand ta vidéo s'arrête, t'es plus motivé. Ton carburant, c'est ton pourquoi, en fait. Moi, hop, j'y repense, boum, tu vois, c'est une décharge de, bam, et t'as pas besoin de musique, t'as besoin de rien. Tu te connectes à ton truc et tu fonces. Et donc, du coup, ce qu'on peut dire aux élèves, travaille dessus. Il y a des techniques, des questions qui peuvent les aider, ceux qui ont un peu de mal et tout. Mais en général, quand c'est fort, ils le savent, sauf qu'ils l'ont pas encore verbalisé. Ils osent pas. Et une fois que c'est verbalisé, tu lui dis, écoute, c'est à toi, tu le gardes. Si un jour tu ressens le besoin d'en parler à quelqu'un, on est ouvert. Il y a pas de problème. Si tu veux le garder pour toi, on est à l'aise avec ça. En fait, c'est juste pour qu'il se sente à l'aise. Et puis, si un jour il veut en parler, voilà. Toi aujourd'hui, parce que tu continues à entraîner, et tu fais ça avec tous tes élèves ou tu fais ça avec les compétiteurs seulement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie d'appliquer avec tous tes élèves? Tu as combien d'élèves par exemple aujourd'hui dans ton groupe avec qui sont là régulièrement, tu vois? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Donc du coup, tu peux le faire avec tous, ou est-ce que tu peux pas le faire avec tous? Du coup, tu sélectionnes comment? Dans ton approche, toi, de coach? Dans mon approche, alors déjà, j'ai repris un club très récemment, donc j'ai des élèves qui sont très très débutants. Okay. J'en ai quelques-uns qui, malgré qu'ils soient, ils sont ceinture blanche, mais je sens que eux, ils ont envie. J'ai pas encore fait ce travail avec tous parce que c'est, en fait, je les teste, tu vois, dans le sens où je veux voir si vraiment ils le veulent, tu vois. Ouais. Tu vois. Et je l'ai fait avec mon fils. On reviendra sur le parcours de ton fils, parce qu'aujourd'hui ton fils qui s'épanouit aussi dans le jiu-jitsu, qui a aussi des perspectives. On reviendra évidemment sur ce point-là, parce que il y a aussi beaucoup de choses intéressantes. Aujourd'hui, le club que tu as, il se situe où? Il est à Comble-la-Ville, donc c'est juste à côté de Savigny-au-Temple où j'habite. C'est à 10 minutes. Donc, historiquement, en fait, moi j'ai monté un club avec Coffee Shack dont je parlais, Imana. On l'a monté en 2011-2012. Je crois qu'on a fait notre première rentrée en 2012. Jusqu'en 2019-2020. Après, j'avais besoin de voir autre chose. Tu vois, voilà, et puis après, la vie fait que un moment, il fallait que il y a des données qui se réajustent. Voilà. Du coup, j'ai vécu une période un peu. Maintenant, avec le recul, malgré que la période soit récente, j'ai envie de dire une période d'exil, littéralement, où je suis parti au Maroc quelques mois. À Casablanca, je suis resté, j'étais prêt à m'installer là-bas, j'ai des problèmes ici et c'était. Je trouvais pas de solution à mes problèmes en étant dans le problème, donc je suis parti. Du problème, je suis sorti. Après, je suis revenu un petit peu en France, mais je suis resté un mois ou deux et c'était toujours pareil. Et c'était un peu la galère et donc du coup, je me suis réexilé. J'ai eu une opportunité. En fait, moi, je suis croyant et Dieu t'ouvre des portes quand tu t'y attends pas, tu vois. Et du coup, je savais pas comment j'allais faire. Et j'ai eu une opportunité en Suisse qui est venue du ciel avec vraiment des mecs vraiment top. Franchement, tout au long de une opportunité de reprendre un club là-bas, enseigner. Ouais, c'est-à-dire c'était une salle privée, puis je donnais des cours dans un club, cours de JB tous les jours. En plus, il y avait même pas beaucoup. C'était tous les jours, mais je crois que c'était 2 heures de cours par jour tous les soirs à Lausanne. Et j'ai vraiment kiffé. En fait, c'était la ville parfaite pour moi. La ville, elle est au bord du lac Léman. Il y a les montagnes derrière. Et en fait, tu sais, il y a des villes qui dégagent une énergie de sérénité et d'apaisement, tu vois. Et pourtant, il y a la ville, il y a le métro, tu vois. Et t'arrives là-bas, ça m'a fait un bien fou. Du coup, je me suis exilé là-bas. Je suis resté là-bas quasiment 2 ans. Et à chaque fois, les gens que j'ai rencontrés dans mon parcours, c'était des gens top. Vraiment, j'ai rencontré des gens vraiment formidables, tu vois. Qui m'ont aidé, qui m'ont mis à l'aise et tout. Voilà, faut savoir aussi que c'est pas facile de partir parce que quand je suis parti seul, donc ça fait que ça. Du coup, j'ai laissé ma famille en France. Enfin, voilà. Des sacrifices, ouais. C'est des sacrifices, tu vois. C'est pour ça que je parle d'exil. Ouais. On voit quand même au fil de ton parcours là, de ce qu'on partage, de façon très très générale jusqu'à maintenant, tu as eu beaucoup tu mentionnes beaucoup de personnes qui t'ont aidé. T'es très basé sur les relations.
Je pense que tu comptes sur, tu vois, t'aimes bien être au contact des autres, t'aimes toi bénéficier des autres et toi partager. On le voit même jusqu'à aujourd'hui. T'as une communauté qui te suit, t'es beaucoup dans l'échange. T'aimes la relation humaine en fait. Alors, oui, j'aime la relation humaine sincère. J'aime la relation humaine sincère. Si tu veux, moi, mon postulat, faut pas prendre mal ce que je vais verbaliser, mais je n'ai pas besoin, je n'attends rien des autres. Ouais. Vraiment. Je n'attends rien. Je fais mon parcours, je fais mon chemin et je n'attends rien. Je n'attends littéralement rien. Et je suis prêt à mourir sur ma voie. Par contre, sur ta voie, des fois, il y a des gens qui arrivent et qui te disent « Ouais, tiens, si tu veux. » Bien sûr. Et là, je trouve ça magnifique. C'est le plus beau des cadeaux, tu vois. C'est waouh. C'est la magie c'est la magie de la vie, ça. Ouais, c'est la magie de la vie, tu vois. C'est vraiment waouh. Tu vois, des mecs que tu connais pas. À Lausanne, il s'appelle Miguel. Je le connaissais absolument pas. En fait, c'était un de ses adhérents qui me connaissait. Il faisait un peu de JJB, il me connaissait par les réseaux. Il voulait un prof. Il dit, bah tiens, teste Samir. Je le connais sur les réseaux. Il a l'air bien et tout, machin. Donc, Miguel me fait venir à Lausanne. On parle un petit peu. Le mec, tu sais, vraiment bien, un mec simple, tu vois, pas prise de tête. Je vois qu'il est prêt à me faire totale confiance et tout. Je suis putain, le mec, tu vois, il me connaît à peine et tout. Il m'a filé un studio sur Lausanne, dans sa salle. Il m'a mis bien, tu vois, si t'as besoin de quoi que ce soit, truc, machin, là, vraiment, voilà, c'est des cadeaux de la vie, tu vois, c'est des amitiés, toi, pour la vie, tu vois. Donc, oui, les relations humaines sont, ouais, okay. Il nous reste que ça, tu vois. Ouais, en fait, tu vois, tu peux être riche, milliardaire, ce que tu veux. Si t'as pas des gens sur qui tu peux compter, t'es le plus pauvre du monde, tu vois. Malheureux. Donc, je valorise beaucoup ça. J'essaie toujours d'être reconnaissant envers ceux qui m'ont aidé. Il y en a qui m'ont aidé, ils savent même pas qu'ils m'ont aidé. Et tu vois. Mais voilà, je trouve que c'est important. Enfin, pour moi, tu vois. Il faut savoir que toi, t'as fait un choix quand même atypique ou pas courant. À un moment donné, tu t'es dit, moi, je veux vivre du jiu-jitsu. En revenant à une époque où on le disait, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ça veut dire, déjà aujourd'hui, les opportunités, elles sont pas non plus infinies. C'est quand même, c'est déjà une prise de risque. Mais toi, à l'époque, tu le fais, je crois, à partir de 2015. 2013. Tu dis, je vais arrêter de travailler. Hein, c'est de l'inconscience. Pour vivre du jiu-jitsu, c'est ça? Je vous encourage pas à faire ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe, ça? Comment tu dis, bah, c'est bon, moi, je veux vivre du jiu-jitsu. Comment ça se passe? Parce que voilà, les possibilités, là, à ce moment-là, elles sont peu nombreuses, quoi, tu vois. Il y a quasiment zéro possibilité. Quasiment. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là où tu prends le choix-là? C'est quoi ta vie? Alors, t'es salarié? Je suis salarié. À l'époque, je suis chauffeur poids lourd depuis 5 ans. Ouais. J'avais un petit parcours en tant que commercial, mais ça me saoulait un petit peu. J'aimais bien, en fait, la partie connexion avec les gens, tu vois. J'aime bien, tu vois, le commerce. Mes parents sont commerçants, tu vois. D'accord. J'ai grandi sur les marchés, moi, tu vois. Okay. Donc, j'aime bien, tu vois. Mais après, c'était du commerce capitaliste, tu vois, sans foi ni loi. Et du coup, j'étais pas aligné. Donc, je voulais un taf sans pression, tu vois. Donc, je trouvais pas très loin de chez moi, une bonne boîte. Voilà, pendant 5 ans, chauffeur poids lourd. Mais en fait, c'est la jonction de 2 choses qui ont fait que j'ai quitté. Il y avait, d'une part, donc, quand on parle de JJB, mon envie de réaliser un rêve, de réussir à vivre du JJB. Rêve totalement inconscient à l'époque, mais c'est fou, mais je le sais pas, tu vois. Ouais. Tu vois, je suis dans mon délire, tu vois. Alors que on est en 2013, littéralement 4 ans avant ou 5 ans, je fais ma première compète, tu vois. Ouais. Et d'où je viens. Et donc le mec, il a rien dans le truc et il se dit, je vais faire de ça, tu vois. Donc faut vraiment être barré, tu vois. Ouais. Donc il y a cette partie-là, la partie rêve, et puis il y a une autre partie de moi qui n'aime pas le salariat, qui n'aime pas travailler pour quelqu'un, qui a une envie de liberté, qui a envie d'être indépendant, qui ne croit pas au système tel qu'on nous le présente. Je suis un rebelle. Anticonformiste? Je sais pas anti quoi, mais ce qu'on nous a vendu, ça pue la pisse. Pardon, tu vois. Non, c'est un arrière-goût de je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Donc il y a un mix des deux, tu vois. Donc
Et pour remettre dans le contexte, à ce moment-là, t'es marié, t'as des enfants. Je suis marié. C'est pas genre t'es tout seul et tu te dis tiens, ouais, voilà, c'est pour allez, ça. moi je pars, je vais vivre du jiu-jitsu. Non, responsabilité. Oui. À l'époque, je suis marié. J'ai 4 enfants à l'époque. 3, 4, je sais plus. 3, 2013. Oui, j'arrête. Oui, quand je fais ma démission, j'ai 3 enfants et ma femme est enceinte du 4e. Parce que c'est l'année où ma fille va naître. Et elle est née le mois à quelques jours près de ma ceinture noire. D'accord. Donc Okay. c'est ceinture marron quand tu prends ces décisions. Ouais. Tu coaches à ce moment-là, t'es déjà coach. Ouais, on a commencé à monter le club. Okay. Je sais plus, c'est la 2e année, je crois. On a la 2e année. Et puis moi, je crois que je vais réussir à vivre avec mon club, tu vois. Et puis j'avais d'autres idées. En fait, j'avais d'autres idées. Et donc du coup, je me rappelle, en fait, le déclic, c'est je rentre au dépôt, j'arrive et puis je vois un de mes collègues, tu vois, je le vois. En fait, je livrais du bois, je livrais les menuisiers, tu vois. D'accord. Ok, donc c'était des trucs lourds et tout, tu vois. Et je voyais le gars, il vient, il rentre son camion, il sort de son camion, il était bossu, tout. Il avait sa clope. Je me dis putain, Samir, tu vois. Le film, il est devant toi, tu vois. Ouais. Je suis parti voir mon patron, je lui ai dit, écoutez, c'est pas possible, je vais arrêter et tout. Il me dit, non, mais Samir, parce que je lui avais déjà fait le coup, 2 ans avant, tu vois. Ouais. Il m'avait dit combien? Combien on te rajoute? Ouais. Et je lui avais dit un chiffre de ouf, tu vois. Pensant qu'il allait dire non. Il a dit oui. Ah mince. Je fais putain. Je fais bon, ça m'a tenu pendant 2 ans. Mais là, après, je lui ai dit, même si tu rajoutes un 0, c'est plus possible. Donc, on a négocié une rupture conventionnelle. Je suis resté 1 mois pour pas les mettre en galère le temps qu'ils trouvent quelqu'un. Et après, je suis parti. T'as dû rentrer chez toi ce soir-là, ta femme, elle a dû dire, mais Samir, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, voilà, c'est ça, parce que... Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'elle était bien, tu vois, il y avait un bon salaire, ce truc. Et puis après, du jour au lendemain, t'inscris à Pôle emploi, j'avais perdu, je crois, plus de la moitié du salaire, tu vois. Ouais. Et après, il y a eu des années de galère, tu vois. Mais t'as un plan à ce moment-là ou? Alors. T'as un plan quand même, tu dis, bon, je suis coach, là, j'ai des créneaux, voilà, on a le club, je peux donner des cours privés, c'est quoi? T'as un petit plan quand même, je pense. En fait, le plan, c'est, je compte en partie sur le club, mais moi, déjà, en fait, je vois ce qui se fait aux États-Unis et je vois ce qui se fait aux États-Unis, je vois qu'il y a Internet et je me dis qu'on peut vendre du jiu-jitsu sur Internet. D'accord. Je vois. Ça, c'est la graine, ça. Ouais. S'il y avait que l'aspect club, non. Tu vois, l'aspect club, cours particulier et tout, non. Mais je vois qu'il y a un potentiel parce qu'à l'époque, il y avait quelques chaînes américaines, il y a comment dire, quelques Américains qui avaient des grosses chaînes YouTube, ils sont même plus dans le game maintenant, et ils avaient des centaines de milliers de vues, tu vois, sur du JJB. Sur des techniques et tout. Et donc, je me dis, ouais, il y a quelque chose. Donc, je me dis, ouais, tu peux faire ça en France. Et je me dis, il y aura forcément un moyen de monétiser ça, tu vois. Parce que les gens, ils sont sur Internet toute la journée, maintenant encore plus. Ils achètent sur Internet. Je me dis qu'il y a un moyen de faire ça, tu vois. Je sais plus ce que j'ai vu exactement, mais... Donc, j'ai ce plan-là dans la tête. C'est pour ça que, du coup, j'ai ma chaîne YouTube où je commence à vraiment faire les vidéos pour me faire connaître. Mais au-delà de faire connaître, je veux apporter de la valeur, tu vois. Je veux vraiment que le mec qui regarde la vidéo fait « Ah ouais, purée, j'ai vraiment appris un truc grâce à lui, tu vois. » C'est vraiment ça, de la valeur d'abord, et puis après, on voit ce qu'on peut en faire. Donc, ça. Ensuite, juste après, je me suis dit, je vais faire des stages. Donc, j'ai lancé un concept, le Choke Tour à l'époque. Donc, ça a commencé en 2014. Donc, j'ai arrêté en 2013, j'ai lancé en 2014. Donc, ça m'a bien aidé pendant presque 2 ans, 1 an et demi, où j'ai réussi à faire, je pense, j'avais 2 stages par mois, quasiment sur presque 2 ans. Donc, mais ça, c'était un pari, tu vois. Franchement, j'ai marketé ça comme, je sais même pas comment j'ai fait, je te jure. Là, il faudrait le refaire, je saurais pas le refaire, tu vois. C'est l'énergie de l'inconscience. C'est ça. J'ai fait ça de Choke Tour, machin. Et même, j'ai parlé avec, plusieurs fois, j'ai recroisé des ceintures noires bien établies. Ils m'ont dit, au fond, franchement, quand t'as lancé ton truc, on y croyait pas, on se dit, ouais, le mec, il va, voilà. Après, en fait, ce que j'ai fait, je vous donne dans les coulisses, comment, s'il y en a qui veulent, se lancer dans les stages, faire des choses, parce que moi,
Je peux le faire de temps en temps, mais bon, c'est... Bref, s'il y en a qui veulent se lancer, moi, ce que j'ai fait, ils m'ont dit, ouais, mais comment t'as fait pour trouver tes premiers stages? Le conseil que je peux vous donner, c'est, moi, mes premiers stages, je les ai fait gratuitement. Ouais. Je leur ai dit, je dis au mec, ok, est-ce que vous voulez que je vienne faire un stage? Je viens chez vous gratos. Gratos. Ok? Seule chose que je te demande, c'est si le stage il est bien, tu m'envoies un feedback, tu me dis, tac, et tu me dis ce que tu en as pensé. Et moi, je suis persuadé que quand si je preste de la bonne qualité, bah, ça va se tu vois. Et en fait, j'ai eu un mindset, un état d'esprit d'entrepreneur, c'est que à chaque fois, je payais un photographe pour mon stage. C'est-à-dire le stage, je le faisais, il me coûtait de la thune en fait. Ouais. Je gagnais rien. Ouais. Ok. Et tu crées de la valeur. Voilà. Et en fait, quand j'arrivais, le stage il était blindé. Il y avait un photographe qui shootait plein de photos. Et du coup, dès le soir même, le lendemain, je bombardais les photos sur les réseaux sociaux. T'avais l'impression qu'il y avait 100 personnes au stage. Et franchement, j'ai eu des stages vraiment. Je crois, la plupart du temps. Moi, j'avais 30-40 faciles et une dizaine de fois, j'ai eu entre 60 et 70 personnes, tu vois. Donc, c'était énorme, tu vois. C'est vrai qu'à l'époque aussi, il y avait à cette époque-là, quand tu fais le Choc Tour, c'est pour ça que quand je t'ai introduit, je t'ai appelé par le marchand de sable, parce que c'était ton surnom, parce que tu avais quand même cette réputation d'endormir les gens sur les étranglements. Hein. Et c'est vrai que voilà, tu t'es construit cette identité-là, t'étais reconnu pour ça, et c'est ce qui t'a permis aussi de valoriser ça, ce qui a été très 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 intelligent de ta part aussi, de prendre parti et de capitaliser en fait sur ton parcours et sur ce que t'as fait pour faire le Choc Tour. Et c'est vrai que c'était un peu aussi c'était un peu innovant hein, déjà à l'époque de faire des tours des tours de. Bah en fait il y a plusieurs choses. Il y a j'arrête de bosser, ok. Donc j'ai plus de revenus. Ça dure pendant je sais plus quelques mois, mais bon, même tu fais le calcul avec 3 enfants, une femme, on vit dans une petite maison. Tu touches 900 balles par mois, c'est chaud. Tu vois, c'est chaud, tu vois. Donc tu vas pas faire le fanfaron. Donc t'es obligé de charbonner. Donc effectivement, sur mes premières compétitions blanche, bleue, violette, jusqu'en marron, j'ai endormi pas mal de personnes en compétition. Et la chance que j'ai eue, c'est que en fait, je filmais mes combats. Pourquoi je filmais mes combats? De base, c'était même pas c'était pour voir mes erreurs en fait. En fait, je voulais tellement progresser que je voulais voir toutes les merdes que je faisais pour ne plus les refaire, tu vois. Et puis après, je me suis dit, purée, j'ai un truc et tout là, tac 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 tac. Une fois, je me rappelle, je vais à une compète, il y a un mec très très fort à l'époque, Baki, il s'appelle. Je passe et c'est lui qui me dit, le marchand de sable, parce qu'il était à une compète où j'avais endormi 2 gars dans la même compète, tu vois. Il me fait, toi t'es le marchand. Donc ça m'est resté. Et après, je fais, vas-y, tu sais quoi, je fais un highlight, je mets tous mes trucs, je balance sur YouTube et parce qu'en fait personne me connaît en fait, tu sais, je sors de nulle part, il faut que je me fasse un nom, il faut que je bouffe, il faut que je vive, il faut que je vais au bout du truc, tu vois. Donc je mets le highlight, je mets le machin, je buzz sur le nom, je fais le Choc Tour. Tu le conceptualises toi ou est-ce que tu t'inspires de ce qui se fait ailleurs? Parce qu'aujourd'hui, le mécanisme que toi t'as suivi pour faire ça, c'est les bases du marketing. En fait, t'as appliqué les bases du marketing il y a 10 ans. Ouais, je l'ai fait à l'instinct, en mode survie et en mode un peu aussi, faut oser parce que je sais que il y a une partie qui critique, il y a beaucoup de gens qui critiquent, en fait, j'ai balayé ça d'un revers de main. Allez, j'ai pas besoin de ça. C'est pas eux qui vont aller conduire le 19 tonnes, qui vont aller charger décharger des trucs de bûcherons. C'est pas eux qui vont le faire. Donc qu'ils aillent tu vois. Et sinon qu'ils aillent le faire à ma place, tu vois. Donc moi donc j'ai balayé ça d'un revers de main, mais en fait je te parle de ça parce que ça peut être le frein de beaucoup de personnes qui vont pas oser. Encore maintenant ça va, la nouvelle génération ils s'en tapent, ils osent machin. Un peu trop même. Et voilà, ils font. Voilà, je me permettrai jamais de dire que c'est trop parce que c'est la génération, mais oui, parfois oui. Ouais. Pour certains oui, mais par exemple il y a une nouvelle génération de jeunes que j'aime beaucoup. En France il y a le jeune Freddy.
communique très bien sur les réseaux et en plus non seulement il communique bien, mais il performe. Et il performe et il performe intelligemment. C'est-à-dire, moi je l'ai vu combattre, j'ai étudié ses combats et c'est propre, c'est carré. Il gagne les Worlds. Hein. Ouais, il gagne les Worlds. Il y a les Belges que j'aime beaucoup aussi, Ilyes et Naïm, très forts. Ils sont sur les réseaux, ils back up, c'est-à-dire ils assurent sur le tatami, sur les réseaux et c'est très bien. Et ça c'est une génération qui va réussir, s'il gère bien, à vivre du JJB. Il commence, je pense, à déjà générer quelques revenus. Bon, ça doit pas être des trucs de ouf, parce que je suis dans... Voilà. Mais, imagine, t'arrives à générer 300... Je pense qu'ils en sont... Si on fait on essaie de faire une analogie, ils en sont à l'époque où toi, tu payes un photographe, où toi, tu fais des stages gratuits pour... construire ta valeur. Je pense que même, et je pense qu'ils sont en train de construire leur valeur. Ils construisent la valeur, mais je pense même que voilà, ils doivent réussir déjà à engranger leur première centaine, centaine d'euros mensuels. Tu vois, voilà, s'ils gèrent bien. Et vraiment, ils peuvent aller loin. Hein, c'est-à-dire eux et d'autres. Hein, il n'y a pas que eux, mais voilà. Donc moi, je les encourage vraiment qu'ils continuent. Si ça peut les sortir du salariat, c'est tout le sujet en fait, c'est ça. C'est tu vois, enfin, quand on s'est dit voilà, on va faire le podcast, Samir, avec ça, t'es aujourd'hui parmi les rares personnes qui ont pu se démarquer en vivant du jiu-jitsu autrement que par des cours privés. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui vivent de ça, qui ont pris des salles, qui ont pris des risques là-dedans, prendre des salles privées, prendre un loyer, payer, etc. Mais toi, t'es venu avec un nouveau modèle en fait. À l'époque, qui est je markete ma personne, je markete mon parcours et surtout, tu t'adresses à un nouveau public. Toi, tu cherches pas à former forcément des champions. Ouais, en fait... Ou du moins, tu vas pas chercher ceux qui sont accomplis, tu vas aller les accompagner dès le début. Oui, ça s'est fait un peu naturellement. Ça, pour le coup, j'y ai pas pensé en termes stratégiques. Tu vois. D'ailleurs, même pendant un moment, peut-être, je me cherchais peut-être un moment sans vraiment savoir. Comment ça s'est fait? En fait, il y avait un truc que j'aimais pas dans les arts martiaux, dans la façon dont certains enseignaient les arts martiaux. C'est, j'ai rencontré certains coachs. Je parle pas de mon coach Aziz Chirigui, hein. Je parle d'autres, même qui n'étaient pas mes coachs ou que j'ai pu voir, j'ai pu faire des stages ou j'ai pu analyser. Ils te font sentir comme de la merde, tu vois. Ils emploient des mots compliqués pour que tu comprennes rien. Ils font genre machin. Ils t'apprennent des trucs, pour que tu dises, ouais, le mec, il est trop fort, mais ils t'apprennent pas un truc qui va te servir. Et moi, ça, en fait, je le détecte trop vite. Et j'ai une répulsion pour ça. Je déteste ça, en fait. Et je ne voulais surtout pas être ça. Donc, du coup, toute ma pédagogie, à chaque fois que j'enseigne, encore à mes élèves ou en vidéo, de toute façon, ce qui est sur mes vidéos, c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Donc, il n'y a rien de caché. Du coup, je vulgarise au maximum. Je veux que ce soit accessible à tous. Et du coup, j'ai beaucoup même de messages de personnes qui ne font absolument pas de JJB et qui regardent mes vidéos. Il me dit, ouais, je regarde, j'ai l'impression que je sais faire du JB quand je t'écoute et tout, machin. Donc, du coup, ma motivation intrinsèque, c'est je veux pas être comme ces mecs-là, je veux pas faire le sachant, vous savez rien, écoutez-moi, c'est moi le beau gosse, et je vous distille de mon savoir à petite dose et je vais cacher des trucs. Non, moi, je donne tout. Et je veux que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc du coup, effectivement, ça rejoint ta remarque, c'est que les débutants, ils se sentent, ils ont une oreille ils ont quelqu'un qui leur parle en fait, tu vois. Donc naturellement, ça s'est fait comme ça, et c'est pour ça que effectivement, j'ai beaucoup de débutants, quasiment, et après, en termes marketé, j'ai compris que 80% des pratiquants étaient ceinture blanche, ceinture bleue. Et je vais pas m'intéresser aux 10%, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est stupide tu vois, c'est une loi de Pareto appliquée au jiu-jitsu. Tu vois, et puis les mecs qui sont dans les 10%, ils ont pas besoin de moi, en fait. Ils ont besoin de conseils précis qui est adapté à eux, à leur jeu, à leur spécificité, tu vois. Donc ça, ils voient ça avec leur coach, tu vois. Mais pour la masse, pour la majorité, pour la majorité, pour ceux qui commencent, ceux qui sont en loisir, voilà, dans mes contenus, il y a largement de quoi faire, tu vois. Et j'essaye toujours que ce soit accessible, que tu peux l'entendre, tu peux l'écouter, tu peux comprendre. Parfois, quand je me réécoute, je me dis, là, j'étais trop technique, c'était trop, tu vois, dans le langage.
Mais j'essaie de trouver un juste milieu parce que je veux aussi transmettre à mes élèves le lexique jiu-jitsu brésilien parlé, tu vois, des techniques. Mais je veux aussi que ce soit accessible à ceux qui ne connaissent pas, parce que même dans ma salle, par exemple, le mec qui vient faire sa deuxième séance, tu lui dis, ouais, tu passes une single X, tu passes en cross Shigarimi, machin, tu m'embrouilles, tu vois. Ouais. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu m'agresses comme ça? Tu vois? Donc, voilà. Et je pense que c'est important aussi au coach d'avoir ce recul, de faire ce va-et-vient. Bon, on n'est jamais parfait, on va faire des erreurs, tu vois. Mais de penser à tout le monde, l'expérimenter, lui donner un petit peu. Celui qui découvre, il sait pas, il vient d'arriver, il a son nœud de ceinture tout dézingué, il est là avec ses chaussettes sur le tatami. Il faut lui parler, tu vois. Lui, il faut qu'il se sente aussi, il faut qu'il se sente aussi écouté, quoi, tu vois. Et parce que, donc toi, tu fais ce choix-là de vivre et ça t'emmène à tout ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure. Est-ce que tu t'es formé à côté sur d'autres choses? Parce que pour faire ce que tu as fait, ce choix-là, ça suffisait pas, en fait, d'être ceinture marron, d'être ceinture noire. Faut faire du marketing, faut faire de la com, faut faire de la vidéo. Il fallait pouvoir gérer des relations, ce qu'on appelle les relations partenaires. C'est-à-dire quand tu fais des stages, contacter les gens, il y a une partie commerciale. Ça, tu l'avais déjà parce que tu avais un parcours de commercial, mais pour ce qui est marketing, pour ce qui est communication, est-ce que tu t'es formé en plus? Tu as dû te former par ça? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Alors, moi, j'ai une catégorie. En fait, il y a une part d'inné et une part d'acquis. Ok? Ma part d'inné, je la connais, c'est ce qui fait ma force. D'accord? C'est que je sais écouter les gens, je sais être en relation avec eux et je sais leurs attentes. Donc, du coup, je suis pas concentré que sur moi. C'est-à-dire, donc ça facilite les interactions humaines. Ça facilite les négociations. Quand tu sollicites quelqu'un, par exemple, si je sollicite quelqu'un pour un stage, ok, tac, je suis moi, j'ai gagné ça, non, je vais te faire un stage et tout. Mais en fait, il faut se mettre à la place du mec. Qu'est-ce qu'il va gagner, lui? Tu vois? Donc moi, quand j'approche toujours avec une stratégie de gagnant-gagnant. Je veux que toi, tu gagnes, et on va gagner ensemble. Donc, déjà, ça, c'est ma partie innée. OK? Mais ça suffit pas. Ouais. Et donc, tout au long, je me suis formé. En auto-formation? Ouais, alors, des fois, je me suis déplacé. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai acheté beaucoup de livres. J'ai acheté des livres sur plein de choses. J'ai acheté beaucoup de formations sur le marketing, sur le web marketing américain, des Américains, tu vois, qui vendent en ligne, tu vois, parce que moi maintenant, là, mes revenus principaux viennent de mes programmes que je vends en ligne. Tu vis du jiu-jitsu à 100% aujourd'hui? À 100%. 100%. 100%. Je paye mon loyer avec mon jiu-jitsu, je fais mes courses avec mon jiu-jitsu, j'ai acheté ma voiture grâce au jiu-jitsu, moi c'est une voiture d'occasion, je fais mes courses, je remplis mon frigo grâce au jiu-jitsu. Magnifique. Mais ça n'a pas été facile et c'est un combat constant de tous les jours. C'est un combat je suis pas riche, mais je suis riche d'avoir réussi mon pari initial. Et t'es riche d'avoir choisi ce que tu veux faire. Voilà, j'ai choisi ça. Et de faire au quotidien ce que tu aimes. Voilà. Mais que les gens le comprennent, ça a mis presque 10 ans, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça a mis presque 10 ans. Je suis un peu lent, peut-être, tu vois. Mais c'était mon parcours, tu vois. C'est comme ça. Et je pense que voilà, le meilleur reste à venir parce qu'il y a encore des opportunités, il y a des choses. Et en plus, je sens que mon potentiel, je l'ai pas exploité au maximum sur notamment, voilà, les programmes en ligne. Je pourrais faire beaucoup plus. Aujourd'hui, tu es tout seul dans ton activité, c'est toi principalement? Est-ce que tu as des gens qui t'aident? Est-ce que tu commences à penser je vais prendre un employé, je vais devoir prendre quelqu'un avec moi? Écoute, pendant un moment, j'y ai pensé. Mais en fait, maintenant, c'est presque plus la peine. Parfois, alors je peux peut-être prendre quelqu'un pour filmer mes programmes. Ok, mais tu sais, jusqu'à présent, tous mes programmes filmés, c'est mes enfants qui les filment. Une fois ou deux, j'ai fait appel à un pro ou des élèves. Donc peut-être que ça, je professionnaliserai ça, mais au final, moi, je m'en fous. En fait, ce qui compte, c'est le rendu. Après, de toute façon, c'est moi qui fais le montage. T'as appris le montage?
Ouais, j'ai appris le montage. Ouais. Mais moi, je suis un feignant stratégique. Ouais. Donc, je monte pas beaucoup, en fait. Je vais à l'essentiel, tu vois. C'est comme mes cours de JJB, tu vois. Ouais. J'essaie de mettre un peu de forme pour que ce soit digeste, tu vois. Mais en fait, ce qui perd les gens, c'est que parfois, ils vont trop dans la technique. C'est même dans le jiu-jitsu, pour le coup. Ah, je maîtrise pas ça, je fais pas ça. Bah, tu sais, pendant un moment, une fois, mon ordinateur, il m'avait planté. Je pouvais pas faire mes montages. J'ai filmé et j'ai posté tel quel, Direct. sans montage ni rien. Ouais. Et j'ai fait une vidéo. Les mecs, mon truc, il a planté. Je suis désolé. Je ferai mieux la prochaine fois. Je compte sur vous. On est ensemble. Boum. T'es très en contact toi, avec ta communauté. Hein. T'as formé une communauté. Aujourd'hui, t'as une communauté que t'estimes à combien? C'est des gens qui te suivent, qui t'écrivent, qui te posent des questions. En termes de chiffres, je saurais pas dire parce que maintenant c'est assez variable avec les réseaux. Mais moi, je pense que j'ai une vraie communauté sur YouTube où je sais plus 25-27 000 personnes qui sont abonnées. Et je sais que c'est des vrais followers du Jiu-Jitsu. Pour la technique, pour ce que je diffuse. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas égaré sur ma chaîne à faire des trucs pour avoir plus de monde. Ouais. J'ai pas fait de trucs entertainment, machin, des caméras cachées, des trucs pour avoir plus de vues. Je m'en tape. Je veux pas ça. Parce que moi, vu que je veux vivre et vendre aussi mes programmes, je veux des gens qui sont intéressés par le jiu-jitsu. Tu vois, je veux pas du chiffre pour du chiffre. Bien sûr. C'est ça, je veux pas 100 000 Tu veux mecs. du qualitatif. Je veux du qualitatif. Ouais. Tu sais, il y a des chaînes YouTube, ils ont 5 000 abonnés et les mecs ils sont millionnaires. Ouais. Littéralement, tu vois, ils ont 5 000 abonnés. Ouais, et il y en a, ils ont 100 000, ils arrivent pas à faire 100 € par mois avec, tu vois. Mais c'est vrai que on te voit sur les réseaux, tu t'adresses beaucoup à ta communauté, tu réponds, etc. Ouais, Enfin, ouais. c'est bien, hein, c'est super, tu vois, mais ça veut dire qu'il y a vraiment une communauté. C'est-à-dire que ces gens-là, ils font partie de ton quotidien. Oui. Oui. C'est pas juste des followers, ça que je veux dire. Non, c'est pas. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a de la relation humaine. Il y a de la relation humaine. Ouais, faut voir quand des fois ça me gêne, tu vois. Surtout là où ça a vraiment pris un cap au championnat de France débutant, la ceinture blanche qui a eu lieu cette année. Je crois que c'était au mois de mars, un truc. C'était un truc de ouf. Donc c'était le championnat de France FJJB ceinture blanche. Mm-hmm. J'étais gêné, les gens venaient me voir, beaucoup de ceintures blanches. Ah, Samir, tes vidéos top. Ah, merci. Des mecs, ah, merci, tout. Genre, il y en a, je leur ai sauvé la vie. Non, mais genre, c'est beau, c'est bien. Mais c'est trop beau, c'est émouvant. En fait, tu vois, moi, je me rappelle une fois en 2015-2016, j'étais à la Ciotat en vacances. Il y a un mec qui me reconnaît. Il me dit, hey, Samir, j'ai commencé les JJB grâce à toi. On est en 2016. C'était le plus beau compliment de ma vie. Je fais, oh, purée. Tu vois, moi, je repense à Samir Ceinture Blanche qui avait peur sur le tatami, tu vois. Exact. Et quelques années plus tard, il y a un mec qui dit qu'il a commencé grâce à moi. Et des messages comme ça, j'en reçois très régulièrement. Et au championnat de France dernier, franchement, j'étais gêné, tu vois. Des fois, tu sais, c'est un peu, je sais pas comment dire. Voilà, après les gens ils sont contents et moi ça me fait plaisir aussi, tu vois. Donc je serre les mains avec enthousiasme, je suis content, voilà, on prend une photo et tout. Et bon voilà, c'est des belles relations quoi, tu vois, c'est magnifique quand même tu vois de se dire que tu commences pas dans les meilleures conditions parce que tu commences tard, parce que voilà, tu as un profil psychologique qui est sur le papier pas celui qui va endormir les gens, non, tu vois. Et tu vois, tu prends, enfin le parcours il est beau, tu vois, félicitations en tout cas. Ouais, merci, après c'est chacun va vers son destin et voilà, tu vois, mais moi je trouve ça beau, tu vois, et aujourd'hui dire que tu peux vivre de ça et que tu as même maintenant ton fils qui fait partie de cette aventure avec toi et que tu arrives à inspirer des gens et que tu arrives à accompagner des gens et que voilà, je le répète, hein, vivre du jiu-jitsu même aujourd'hui, c'est un gros défi et avant ça l'était encore plus, tu vois. Et t'avais aussi sorti un livre, t'avais écrit un livre, hein, donc ça c'était, je pense à peu près au début, hein, quand tu décides de... Le livre il est sorti plus tard, hein, en 2019. 2019. Ouais, tu peux nous raconter un peu pourquoi tu te dis, tiens, parce que là, tu es déjà dans une dynamique où tu fais ton choc tour, tu as fait ton choc tour, t'es déjà sur les réseaux. Là, quand le livre sort, je suis vraiment j'ai bombardé sur le programme en ligne. Je commence à faire mes premiers revenus en vendant mes programmes de JJB en ligne. D'accord. Et pourquoi un livre alors? Qu'est-ce qui t'inspire ça? Qu'est-ce qui te motive? Alors, en fait, parce que le livre, c'est vraiment... Le livre, c'est vraiment... tu parcours le livre, c'est... Voilà. Qu'est-ce que Samir Ben Saïd, il pense du jiu-jitsu?
Tu parles de tout, hein. Tu parles du coach, des fédérations, de l'aspect mental. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que tu dis, je vais poser tout ça, je vais tout partager. Ouais, parce que en fait, je sais pas si parfois en fait, t'accumules des choses et t'as pas les, comment dire. Pendant un moment, j'avais ça en fait, j'avais accumulé beaucoup de connaissances techniques qui me servaient à moi et j'avais pas les élèves avec qui je pouvais les transmettre. Tu vois, parce que ils étaient pas encore au niveau, sans prétention, tu vois, ils étaient pas encore au niveau. Peut-être si pendant un moment, j'avais Mohamed Bayo, lui il était réceptif. Lui c'était à l'époque, j'apprenais et lui c'était une éponge. Ouais. Quand je lui disais un truc, je voyais les yeux, ils s'ouvraient, il était là parce que il sentait que c'était pertinent, que c'était un problème qu'il avait eu en combat, et tac, tu vois. Tu vois, donc des élèves comme ça, t'en as pas des masses, tu vois. Donc et donc le livre, j'avais des trucs et je savais pas comment faire, tu vois. Il fallait que ça sorte, tu vois. Et c'était juste quelques mois avant mon exil, on va dire. Ouais. Et j'en avais marre de tout. Enfin, ça me saoulait. Et j'étais vraiment dans une période de ma vie vraiment très très basse. C'est-à-dire, tu vois, des épreuve sur épreuve. Des fois, t'as tellement d'épreuves que t'arrives même plus à sortir de la tête. Tu reprends un peu d'air. C'était vraiment c'est des flots d'épreuves, quoi. Flots d'épreuves, donc juste tu survis, t'as une petite bouffée d'oxygène. Donc c'était soit je déprime, je me morfonds sur moi, machin, truc. Là, t'avais déjà pris ta décision du jiu-jitsu. Ouais, là, c'est lancé, je vis du jiu-jitsu. Financièrement, tu vis déjà du jiu-jitsu? Financièrement, j'en vis, mais c'est, tu vois, c'était smicard. Bon, c'est des revenus du jiu-jitsu, t'en vis, tu fais pas le fanfaron, mais voilà, j'en vis, tu vois. Par contre, je vois toujours moi, en fait, si tu veux, je vois le boulevard, je vois le champ des possibles, il est énorme, tu vois, donc c'est ça qui me tient, voilà. Je sais que je suis encore là à 3%, vraiment, littéralement. Du coup, il y a ça, mais après, tu vois, t'as tes projets pro, t'as tes projets jiu-jitsu, t'as tes projets familiaux, t'as machin, et puis t'as les épreuves de la vie, tu vois. Il y a des choses que tu contrôles pas, des choses que tu maîtrises pas, et ça te tombe dessus, et puis et quand t'es un homme de nos jours, il faut que tu batailles sur tous les fronts. T'as tes enfants, aujourd'hui j'ai 5 enfants, t'as la maison, le loyer, la femme, le travail, le machin, le club, les trahisons, les coups de travers, les machins, et tu dois être sur tous les fronts et tu dois être fort sur tous les fronts. Et tu te fais attaquer. Tu te fais tu vois. Et tu te fais, ce qui est le plus triste pour moi, c'est, tu l'as dit, moi, les relations humaines sont importantes, et c'est que quand c'est des humains que tu estimes qui te font des trucs bizarres, moi ça me détruit en fait. C'est pas que ça me détruit. Ça t'affecte. Ça m'affecte. Tu vois, j'ai besoin de temps pour m'en remettre, tu vois, pour digérer, tu vois. Et du coup, le livre, c'était une occasion pour moi de me mettre en mouvement, de faire un truc, et pour pas sombrer. Donc comment je me suis auto-coaché, je me suis dit, ok, ton livre, dans 30 jours, il faut qu'il soit fini. Je me suis dit 30 jours. Je me suis dit, j'avais fait des recherches sur Internet, comment écrire un livre. tu commences de rien, autodidacte à 100%. Une page, des trucs tout bêtes. En fait, combien de mots il faut sur une page, tu vois? Une page de livre, combien? Donc, j'avais vu qu'en moyenne, il fallait 250 mots en moyenne. En gros, en moyenne, c'est plus ou moins 250 mots sur une page. Je savais que j'étais capable d'écrire 1000 mots d'une traite. Parce que j'écrivais des mails à ma communauté. Et souvent, quand je suis dans le flow, j'écris 1000 mots. Ok. 5 pages. Ça fait 4 pages. 4 pages. Quand je suis dans le flow, tu sais, quand je suis inspiré, c'est bien, j'entre dans le flow, je me dis, ok, si t'es dans le flow pendant 30 jours, à la fin, tu l'as ton livre. Tu vois? Donc, je sais plus quelle date j'ai commencé, mais en gros, c'était l'été. J'ai dû commencer le 1er juillet et finir le 30 juillet. Donc, là, tu t'es mis le même coup de pression que quand tu étais devant ton calendrier. Tu t'es dit, je recommence le jiu-jitsu et je vais en faire tous les jours pendant un an. Voilà. Et là, tu t'es dit, deuxième coup de pression, enfin même xème coup de pression, parce que quand t'as vu l'eau décharger le bois, tu t'es mis un coup de pression. Ouais, exactement. Et là, tu te dis, vas-y, 30 jours, je dois écrire un livre. Ouais. Enfin,
je dois écrire ce que j'ai sur le cœur. Je veux l'écrire et je veux le publier. Tu vois? Et je ne veux pas être comme ceux qui disent je vais faire et je ne fais pas. Tu vois? Tu te donnes les moyens de tes ambitions. Je ne veux pas ressembler au mec qui dit je vais écrire un livre et je le fais pas. Donc, et ça, écrire un livre, je le dis à personne. C'est dans ma tête, tu vois? Et donc, bah, du coup, je commence, je bombarde. Tous les matins, tant que j'ai pas écrit mes 1000 mots, je fais rien d'autre. Donc, j'avais mon rituel. En gros, j'essayais de penser la veille au sujet du lendemain. Et en fait, de cette façon, alors c'est comme ça que j'explique, tu vois, je dis à mon cerveau, en gros, tiens, demain, on va écrire sur comment on passe les ceintures en JB. J'ai une connerie, tu vois, parce que je dis que ça peut intéresser potentiellement les débutants. Ok, et puis je m'endors avec cette idée-là. Et puis, comme ça, en fait, si tu veux, comme ça, le lendemain, j'ai une tâche à faire, tu vois. Et par exemple, le matin, je me mets sur mon ordi, je commence à écrire sur les ceintures. Putain, je vois, ça passe pas, tu vois. Tu sais, les mots, ça sort pas. Tu sais, j'essaye de taper. Putain, il y a rien du tout. Je fais purée. Tac. Et puis un truc qui me passe par la tête. Et puis je repense à un souvenir quand j'étais gamin. Je fais putain, j'ai plutôt envie de te parler de ça aujourd'hui. Donc, je fais, ah ouais, bah tiens, je me rappelle quand je faisais le marché avec mon père. Il y avait ça. Puis là, le flow, il part sur 1000 mots. Je fais, bon, bah écoute, bah voilà, on a un truc. Hop, je mets dans le dossier. Et puis j'ai fait ça comme ça. Donc, je me donnais quand même un truc. Et parfois, l'idée était bonne et le matin ça déroulait. Et parfois, j'avais une idée et ça partait pas du tout dessus, mais j'avais quelque chose de bien. En fait, mon curseur, c'est quand il fallait que quand je relise, je prenne du plaisir à relire. Je me dis, ah ouais, puis toi, je me fais rire, tu vois. Quand j'arrive à me faire rire, je me dis, ouais, c'est bon, normalement, ça devrait le faire. Et puis après, bah voilà, une fois que le livre il était fait, bah, j'ai cherché une correctrice littéraire, parce que après, une fois que j'ai dit que je voulais faire le livre, ouais, bah attends, je le corrige, tu vois, des potes qui veulent, tu vois. Non, je vais faire ça avec un pro, parce que, donc, une correctrice littéraire qui me l'a corrigé. J'ai un pro qui m'a fait la couverture et la 4e de couverture. Et puis avec Amazon, tu peux faire de l'auto-édition, t'as pas besoin d'être édité. Donc j'ai fait ça en auto-édition et puis voilà. Et je crois que vous avez atteint des bons. Ouais, franchement, il est bien. Je dis vous, c'est-à-dire toi et ta communauté, ils t'ont suivi, quoi. Ouais. Donc après, du coup, je les ai teasés pour le coup, une fois que j'avais décidé que je commençais à avoir de la consistance. Je leur dis ouais, à la rentrée, il va y avoir un livre et tout, machin. Tac. Et donc du coup, ah ouais, il sort quand? Après, de temps en temps, je postais des petits extraits du livre. Ah, quand est-ce qu'il sort et tout. J'ai créé un petit peu l'envie. Après, j'avais mis une date. J'avais mis le 1er novembre et puis il est sorti le 1er novembre et puis voilà, let's go. Je crois qu'il a eu un bon classement sur les ventes sur Amazon. Sur Amazon, le jour de la sortie, j'étais meilleure vente, tout confondu sur Amazon. Le jour de la sortie. France. Donc j'avais le truc best-seller. Ah ouais. Ouais. Le premier jour, parce qu'en fait, j'ai envoyé à ma liste email, j'ai envoyé sur tous les réseaux, et donc tout le monde a commandé les 2 premiers jours. Ping. Et après, j'étais plusieurs fois meilleure vente, mais c'était dans la catégorie sport ou jiu-jitsu. D'accord. Mais le premier jour, ouais, c'était. C'est un bel accomplissement, ça. Oui, c'était, pour moi qui étais un concret à l'école. Ouais. C'était cool. C'est franchement une belle expérience. Et là, je suis en train de préparer le 2e. Ah, d'accord. Donc, ouais. le livre, c'est Jiu-Jitsu, la force tranquille. Donc, écrit par Samir Ben Saïd, qui est toujours disponible sur Amazon. Ouais. Toujours en vente. Franchement, il est intéressant, le livre. C'est une bonne lecture parce qu'il est sincère. Vraiment, on voit que voilà, tu as posé dans le livre ce que tu as envie de partager, ta vision du jiu-jitsu et de ta vie, et des expériences, etc. Donc voilà, il est toujours disponible pour ceux qui veulent le lire. Je crois qu'il fait 250 pages. Ouais, 246. Tout édité, quoi. 246. Moi, il se lit assez rapidement. Les retours que j'ai, c'est il y a des gens qui me disent ah mais je lis jamais, mais toi j'ai réussi à lire ton livre, machin, tu vois. Voilà, il est assez. Je l'écris d'une façon. Je voulais que ce soit digeste en fait. Tu vois, je voulais pas faire le mec qui, tu vois, j'aime bien la langue française, j'aime bien manipuler les mots, j'aime bien, tu vois, j'aime bien faire attention aux mots que je choisis quand je parle ou quand j'écris. Et du coup, quand j'écris, j'essaie d'écrire comme je parle, mais je fais très attention aux mots que j'utilise, tu vois.
Ouais, tu voulais pas retomber dans ce que tout à l'heure tu dénonçais, c'est-à-dire un discours trop savant, qui n'est pas accessible. Trop savant. Voilà, ouais, je voulais que ce soit accessible, mais je voulais que les mots soient précis, tu vois. Parfois, je change le ou en et. Enfin, voilà. J'essaie d'être précis. Voilà, t'as mis du cœur à l'orage. Voilà, exactement. Ouais. Et donc on voit un peu le parcours, quoi. Enfin, tu commences le Chalk Tour, les cours en ligne, après donc les premières vidéos sur YouTube. À ce moment-là, tu fais déjà des cursus en ligne payants. Après le livre, et après tu continues donc à développer donc tout ce qui est enseignement en ligne, avec des cours, des cursus, etc. aujourd'hui qui sont disponibles sur ton site. Oui, alors à la rentrée, il y aura parce que j'ai essayé plusieurs formules, tu vois. Donc à la rentrée, il y aura un site où mes programmes seront accessibles toute l'année à tout le monde. Donc ce sera un abonnement, je pense, mensuel. Voilà. Jusqu'à présent, si vous cherchez mes programmes, vous les trouvez pas. En fait, c'est une stratégie de ma part, et ça me libérait de la charge mentale aussi, de faire des programmes éphémères. C'est-à-dire, je filme un programme, je le laisse en ligne pendant 1 semaine, 10 jours. Ceux qui le veulent, ils le prennent pendant cette période-là. Et après, il est plus disponible. Après, je peux en faire. Il est toujours disponible pour ceux qui l'ont pris, ou il est plus disponible? Ah non, ceux qui l'ont pris, il est disponible à vie. C'est-à-dire, il est à eux, ils ont leur espace de formation, c'est à eux, et voilà, ils téléchargent les vidéos, c'est à eux. C'est le moment de souscription qui est limité. Voilà, le moment de souscription qui est limité, parce que comme ça, moi, ça me fait faire la promo pendant un temps limité, et le reste du temps, après, parce que ça me saoule de faire la promo tout le temps, tu vois. Ouais. Et du coup, et je suis bon pour faire la promo sur une courte période, parce que voilà, j'ai l'enthousiasme, parce que j'ai l'envie, parce que je crois au produit, je sais que ça va aider. Tu vois, parce que tu sais te mettre des coups de pression. Je sais me mettre des coups de pression, mais surtout, en fait, ma plus grande motivation, c'est que je sais que ça va aider. Il y a personne qui peut me dire que ça, tu vois, personne. Vraiment, je sais. Il y a sans prétention, tu vois. Je m'estime. Je sais qu'en France, on n'aime pas dire ça, tu vois, machin, mais je m'estime être un expert dans mon domaine. Je le sais dans le sens où, pas seulement par la compétition que j'ai effectuée, la compétition, c'est un élément de compétence qui te donne une expérience, qui te donne une expertise, tu testes des choses, tu vois des choses, tu gagnes, tu perds, tu réajustes. Je le sais parce que j'ai coaché des élèves, j'ai envoyé des élèves, je les ai vus performer, on a fait des ajustements, j'ai vu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Le Chalk Tour était une expérience formidable pour moi parce que j'ai fait j'ai fait toutes les régions de France. Littéralement, je suis partout. Nord, sud, est, ouest, je suis parti partout en France. Partout, voilà. Il faudrait que je note les dates. Et en fait, ce que ça m'a donné un curseur du niveau national. Parce qu'en fait, tu fais 100 clubs, il y a des patterns qui reviennent dans tous les clubs. Ouais. Il y a des problèmes qui reviennent dans tous les clubs. Il y a des choses qui sont bien faites dans certains clubs, mais il y a des choses qui ressortent partout. Ça t'a vraiment donné une bonne, des bons outils de diagnostic. Exactement. Une bonne expertise de diagnostic. Ouais, et cette expertise-là, je sais pas, enfin, ceux qui ont fait des stages et qui ont l'œil et qui regardent ça, ils vont voir, tu vois. Et donc, du coup, je sais, en fait. C'est pas un je sais de prétention, je l'ai vu, en fait. Tu vois, c'est comme hier, j'ai donné un cours de MMA adapté au sol. Je suis arrivé, on a fait quelques exercices au sol. J'ai scanné la salle sur les 3-4 premiers exercices. Tu sais ceux qui bougent bien au sol, ceux qui ont compris ou pas, tu vois. Donc du coup, à partir du moment où j'ai ça, je sais les problèmes que les débutants ils ont. Je sais ce qu'ils doivent faire pour passer à l'étape d'après. Et je leur mets ça en mode, tu vois, dans les programmes, tac, 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 fais ça. Et tu prends pas, oublie le reste, tu vois, oublie. Toi, t'es en fait en mode analyse permanente. Même quand tu dors, tu réfléchis. Ouais. Et tu rentres dans une salle, t'analyses et de quoi ils ont besoin. Il y a ça, voilà, c'est ça les différentes typologies. Et c'est vrai que cette expertise et terrain
et digital aujourd'hui que tu as. C'est-à-dire que tu as fait du terrain, tu as fait du digital, tu as une communauté en ligne, tu as fait des stages partout en France, tu as partagé avec différents types de profils aussi, c'est-à-dire des jujitsuka, mais des lecteurs, etc. Ça te donne cette expertise de diagnostic un peu 360, Voilà. c'est ça, quand tu parlais tout à l'heure de j'ai mon expertise, je suis expert dans mon domaine, tu dirais que c'est ça ton domaine, c'est celui-ci? Et je le fais pas exprès. C'est-à-dire, je me force pas à penser jujitsu. Tu vois, par exemple, je regarde un combat de JJB, tac. Un combat de haut niveau, tu vois, un black belt azul, par exemple. J'aime bien regarder. Il y a des actions, des fois, je regarde avec mon fils et des fois, je le saoule parce que la même action, je la remets, je sais pas, 10 fois, 15 fois. Je me rends pas. Il me dit, mais t'as pas vu, t'as pas compris. Je dis, si, mais... Il y a un autre angle que j'ai pas compris. Tu vieillis, papa, arrête. Ouais, mais en fait, tac. Après, une fois que c'est intégré, putain, j'ai capté le truc. Ok, je sais. Pourquoi? Ça t'inspire, ça aussi? Tu t'inspires à travers ce que font aujourd'hui les compétiteurs sur un jiu-jitsu plus moderne, etc. Bien sûr, à 200%. C'est une source d'inspiration pour toi? Oui, à 2000%. Si t'es pas inspiré par ça, si t'es pas connecté à ça, t'es déconnecté de la réalité. Parce que le jiu-jitsu dit moderne, c'est le curseur de notre discipline, tu vois, c'est le sommet, et on doit tendre vers ça. On doit tendre vers ça, mais nous ne devons pas brûler les étapes. Quand tu prends un athlète qui débute et que tu veux l'emmener là-bas, et ben, quand tu as 15 ans d'expérience dans un truc que tu as vu, ben voilà, tu sais les étapes, quoi. Faut pas les. Mais effectivement, c'est une source d'inspiration. Moi, je kiffe, tu vois. Vraiment, je me régale. Aujourd'hui, dans ton parcours et là où tu en es aujourd'hui, déjà au départ et même jusqu'à aujourd'hui, qui ont été tes inspirations? C'est-à-dire, on a toujours besoin de s'identifier, on a besoin de voir un peu le parcours des autres. C'est nécessaire pour pouvoir c'est un référentiel aussi pour nous. Ça permet de se situer. Ça a été quoi tes plus grosses sources d'inspiration pour aller là où tu es aujourd'hui? C'est-à-dire prendre cette initiative, lancer un business qui est une passion, qui est pas juste un business. T'es pas juste là pour faire du chiffre, tu fais ce que t'aimes, tu veux être en rapport avec les gens. Quelles ont été tes plus grandes inspirations là-dedans? C'est une bonne question. Je devrais y avoir déjà pensé. Il y a un mec, quand j'étais gamin, je le trouvais, il m'impressionnait. Et je sais qu'en France, il y a une partie de la France qui l'aime pas beaucoup. Mais moi, Bernard Tapie, j'aimais beaucoup à l'époque. Ouais. Et je sais pas, le mec, il parlait, il disait des gros mots. C'est pas parce qu'il disait des gros mots, mais c'est parce que il était naturel, il était vrai. Il avait pas peur de parler d'argent. Et puis c'était un gagneur, c'est-à-dire il avait repris des entreprises endettées qu'il a remis sur pied, mais surtout dans l'aspect sportif, il a gagné le Tour de France. Il a repris une équipe cycliste. Il gagne le Tour de France avec une équipe de vélo, évidemment avec l'Olympique de Marseille, et il réussit en politique, entre guillemets. En fait, tu vois un mec qui a... Bon, je parle de lui... j'ai d'autres exemples en tête, mais en fait, du gamin, c'est le premier truc. Et puis je vois un mec qui va de l'avant, qui prend ses projets, qui y croit, voilà, qui met du mouvement, qui se fait critiquer, mais qui va. Et donc je me dis que je m'en fous de ce qu'il fait à droite, à gauche, mais je me dis qu'il y a un chemin qui est possible comme en faisant ça, tu vois. Okay, tu vois. Cette partie-là, tu t'identifies à ça. Je me dis, vas-y, tu crois à tes projets, tu prends ton projet, tu vas, t'écoutes pas les autres. Tu vas, boum. Et donc c'était rafraîchissant de voir. De voir ça. Dans le jiu-jitsu? Dans le jiu-jitsu, après, en termes de jeu, je me suis beaucoup, évidemment, Roger Gracie, parce que quand j'étais dans ma période où je voulais performer, j'ai regardé qui était le champion actuel. Et le champion, celui qui était indétrônable, c'était Marcelo Garcia. Ouais. Tu vois, il gagnait les championnats du monde en kimono, il gagnait sans kimono. Donc, j'avais réussi à trouver ces DVD. Et du coup, mais quand j'ai regardé, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Je comprenais que dalle, tu vois. Je savais pas. C'était son DVD sur la X-Guard à l'époque. Et je comprenais pas, en fait. J'arrivais pas à m'identifier. Tu fais ça. Pourquoi, en fait?
Et là, j'ai douté. Je me dis, putain, s'il faut réussir à faire ça, là, pour être champion, là, ça va être chaud. Et puis après, du coup, je sais plus, j'avais acheté, pour le coup, j'avais acheté les DVD sur Budo Vidéo des Pan, des World, tu sais, donc, 2007, 2008, 2009. Et puis, du coup, c'est là que j'ai vraiment découvert Roger Gracie. Et quand je l'ai vu combattre, je me suis dit, ouais, ça, je pense que je peux le faire, ça, tu vois. Tu sais, garde fermée, t'es forme garde fermée, tu renverses, t'es remonté, t'es une montée stable. Bon, bah, voilà. Donc, dans le style de jeu, on va dire, Roger Gracie, voilà. Et dans la perspective business, vivre de jiu-jitsu, est-ce que tu as eu des... Il y a un mec qui était dans le business, bon, alors, les gens se diront, parce que le mec, il a été décrié, bon, parce qu'apparemment, il a fait des trucs de ouf. Donc, les mecs, ils vont se dire, ouais, Samir, il aime que les gens chelous. Mais, c'est Lloyd Irvine, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. C'est le coach de, la team Lloyd Irvine, tu vois. Lui, il était très dans le business en ligne, tu vois, mindset, lui, il était millionnaire hors du JJB, il monétisait les JJB. À l'époque, je me rappelle quand j'ai lancé mon club, j'avais été sur son site, j'avais regardé ce qu'il faisait. Il vendait des cours, ses athlètes, ils vendaient, il faisait des vidéos pour vendre des trucs, tu vois. Donc, en fait, lui, ça m'a plus donné l'idée que, ouais, c'est possible, il y a quelque chose. Après, c'était peut-être un peu trop trash, mais c'était... Ça t'a ouvert la voie. Ça m'a ouvert la voie, et puis pour eux, c'était compatible avec le marché américain, donc les Américains ont l'habitude du bourrage, tu vois comme ça. Voilà, mais en termes de JJB en France, non, il n'y a personne, parce que les gens, ils sont encore sur l'ancien paradigme. Et l'ancien paradigme, c'est quoi? Si tu veux vivre du JB, dans le meilleur des cas, tu fais ta salle, tu fais des cours particuliers et tu fais des stages. Ouais. Ça, c'est le paradigme, tu vois. Et 17% même des ceintures noires, ils ont ce paradigme-là. Bon, c'est ok, ça peut convenir. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Après, le truc, c'est que, comme je t'ai dit, moi, j'ai un besoin de me sentir libre, fort. Et quand tu dois dépendre des stages ou des cours particuliers, t'es plus libre, en fait. Ouais. Tu deviens prisonnier de ton truc. Okay. Tu vois? Donc, tu fais un stage, t'es obligé d'être là. Tu fais ton cours particulier, t'es là. Tu fais ton cours particulier et le mec, il te plante, il vient pas. Ah, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté le cours particulier. Ouais. Un mec, il m'a planté une fois, je fais, non, vas-y, c'est bon. Mon temps, il est trop, non, c'est mort, tu vois. Oui, et du coup, parce qu'il y a des gens qui me demandent des cours, j'ai mis le prix à 250 € l'heure. Si tu veux, voilà. J'ai fait exprès de mettre un prix très haut. Voilà, si tu me veux, parce que je vais me déplacer, je vais venir, je vais donner de mon temps. Peut-être que tu vas pas venir, tu payes avant et puis voilà. Mais du coup, comme ça, je suis tranquille là-dessus. Et pour les stages, t'es obligé de te déplacer. Donc, la seule raison pour laquelle je ferai des stages, c'est même plus pour l'aspect financier, c'est juste pour l'aspect rencontre avec les gens, parce que ça c'est plaisant. Le contact humain, voilà, créer de la relation. Et puis voilà, quoi, c'est okay. De temps en temps. Et pour terminer sur cet aspect, donc vie professionnelle et ta vie autour du jiu-jitsu, si tu devais donner, parce que c'est aussi un des sujets là qui m'intéresse, c'est les perspectives que peuvent offrir le jiu-jitsu aujourd'hui à nos jeunes, qui t'en as cité quelques-uns tout à l'heure, qui performent, qui ont commencé à se faire une image. C'est vrai que le fait d'être sur les réseaux, de se faire une image, de s'intéresser à son image, c'est nouveau que les gens prennent conscience de l'importance de ça. Je pense que eux, ils l'ont fait. Si toi, tu devais donner des conseils à des jeunes, adolescents, qui veulent vivre du jiu-jitsu, quels conseils, toi, tu pourrais leur donner? Ou à des parents, aussi par liaison, qui ont des enfants, qui sont très dans le sport et qui veulent pouvoir les accompagner à trouver une bonne direction pour que ce sport-là, ça puisse devenir pour eux un moyen de vivre, en fait. Ok. Donc, c'est deux questions bien que similaires, différentes quand même. Alors, pour le jeune qui veut vivre du jiu-jitsu, donc il faut qu'il se construise une image, ce que les Américains appellent un branding, tu vois, il faut qu'il ait sa propre image. Et la meilleure image qu'il peut avoir, c'est d'être soi-même, en fait. Il faut qu'il soit soi-même avec ses défauts, et ses qualités. C'est la meilleure image. Il faut pas essayer de ressembler à quelqu'un. Il faut pas essayer de ressembler à quelqu'un. Il faut
ça fait un peu bullshit, mais il faut être soi et faire ce que tu as envie de faire, tu vois, et produire un contenu que tu as envie de produire. Tu ne produis pas un contenu que quelqu'un d'autre a fait parce que tu as vu que ça a marché, parce que ça a marché, mais ce contenu que tu produis n'est pas toi, n'est pas en adéquation avec ce que tu fais. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que pour perdurer dans le temps, si tu veux vivre à long terme, tu ne pourras faire que des choses que tu es à l'aise à faire tout le temps. Tu ne peux pas faire des choses sur 10 ans si tu copies à droite ou à gauche. Ouais. Alors certes, peut-être ça prend un peu de temps pour se trouver, tu vois. Mais se démarquer et créer sa valeur. Voilà. C'est-à-dire être soi-même, c'est-à-dire pas faire comme tout le monde, Oui. être toi. Oui, par essence, tu vas pas faire comme tout le monde si tu es toi, parce que tu es unique. Par essence. Tu es toi, t'es unique en fait. Il y a personne qui peut faire ce que tu vas faire. Donc il faut avoir confiance en soi. Il faut que bon, du coup, je sais bien que si t'as des traumas, des trucs, des machins. C'est un peu paradoxal, hein. Oui. Pour toi. Oui. Mais pour le coup, ton parcours il est paradoxal parce que tu commences là pour terminer à je crois en moi et j'ai accompli et j'ai fait. Et... Oui. Mais si la personne elle a cette ambition là, qu'elle le fasse. Il fait son truc, par exemple, comment je vais parce qu'il faut donner des exemples concrets. Par exemple, il y a des tendances sur les réels, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Tu sais que si tu les fais, potentiellement, tu vas avoir pas mal de vues. Ok ? Moi, ces tendances-là, je les ai vues, mais ça me gave de le faire, tu vois. Ça me gave. Donc, je le fais pas. Je fais mon truc. Il n'a pas beaucoup de vues, je m'en tape, mais c'est raccord avec qui je suis, et ça, je peux le faire tous les jours. Et pour preuve, par exemple, aujourd'hui, quand je dis tous les jours, aujourd'hui, je vais poster, donc jusqu'à hier, j'ai posté 310 jours de suite. Donc, c'est-à-dire sur ma chaîne YouTube, j'ai fait 310 jours de suite. Donc, depuis le 6 septembre, j'ai posté une vidéo par jour. Donc, je peux le faire que si le contenu que je propose, que je poste, c'est des choses avec lesquelles je suis en adéquation. C'est ton quotidien. Voilà. Donc, je me suis imposé une routine. Donc, ça, je m'impose la routine. Donc, ça m'autodiscipline. Tu vois, ça c'est aussi pour avoir aussi le sentiment d'avancer, de faire des choses. Donc, je me suis dit, OK, cette année, tous les jours, tu postes sur YouTube, tu vois. Mais je poste des trucs qui me ressemblent. Donc, je poste à ma façon. Des fois, c'est monté, des fois, c'est pas monté, des fois, c'est à l'arrache, mais c'est moi. Voilà. Et que chacun trouve sa formule. Chacun, il trouve son truc. Mais c'est vraiment le truc. Et puis après, et aussi, ce que je peux donner aussi comme conseil, il y a beaucoup de la chasse aux likes, aux abonnés, abonnez-vous, likez. Moi, sur mes vidéos, je fais même plus d'appel à l'action. Alors, je sais que c'est contraire à tous les cours de marketing qu'on va te dire, oui, fais des appels à l'action. Moi, ça me gave d'être demandeur. S'il vous plaît, mettez des likes, on dirait tu fais la manche, la mendicité. Et ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est si vous postez, et ça, ce conseil-là, je l'ai tenu de Gary Vee. Je sais pas si tu vois qui c'est un entrepreneur américain. C'est le mec, il a fait fortune dans le vin, mais c'est devenu le mec qui gère le mieux les réseaux sociaux, tu vois. Il avait décelé la tendance TikTok avant que TikTok explose, tu vois. Il avait décelé la tendance Snap avant que Snap explose. Il est vraiment... Et lui, en fait, il avait dit un truc. Il avait dit, lorsque vous postez une vidéo, postez-la et vous vous en tapez des vues. Juste postez. Soyez vous-même, quoi. Oui, soyez vous-même et poste. Et tu regardes pas les vues, tu postes. Tu postes, c'est juste ce que tu dois faire et tu zappes. Parce que si tu postes et tu regardes, ah ouais, mais putain, elle a pas fait beaucoup de vues. Ah, du coup, tu vas hésiter à poster le prochain contenu. Ah ouais, tu vas poster l'autre, il a fait. Ah, tu te décourages. Ah, vas-y, c'est pas pour moi. Non, tu t'en tapes. Moi, je poste mes vidéos, je sais même pas combien de vues elles font. Boum, 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 boum. Je poste. Pour aller un peu plus loin dans le conseil, Samir. Parce que poster, mais tu postes pas si tu sais pas où tu veux aller. Oui. Ok.
Ok, très bien. Pas poster pour poster. Non, pas poster pour poster. Oui, parce que Parce que là, on est dans le conseil pour ceux qui nous écoutent. On a dit là, on est en train de répondre à ceux qui nous écoutent, qui voudraient pouvoir vivre du jiu-jitsu. Oui. Ok, tu postes, mais tu postes quoi? Ok, très bonne question. Très bonne question et je m'excuse de ma digression. L'élément important pour moi, et je dis pour moi et ça devrait être pour tout le monde, mais je comprends l'autre phase aussi. L'élément, c'est apporter de la valeur. Tu postes pour apporter de la valeur. C'est selon moi. Donc apporter de la valeur, ça veut dire poster quelque chose qui apporte quelque chose de nouveau ou qui met la lumière sur un nouvel élément ou qui apporte une autre approche, et ça, c'est ça créer de la valeur. Voilà. Créer de la valeur, c'est rendre son contenu spécial. Voilà. Ou alors, par exemple, je sais pas, tu peux un point de vue différent sur un événement, tu vois, du sport, on parle pas de politique ou quoi, tu vois. Apporter un élément de valeur. Et l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de tendances où les gens ils font des réels de 3 secondes qui se remettent en boucle et qui font monter les vues. Okay. Et il n'y a pas vraiment de truc, tu vois, il n'y a pas vraiment de valeur apportée. Et ça fait monter les vues, ça fait monter les likes, ça fait monter les trucs, mais t'apportes pas réellement de valeur. Et du coup, en fait, et du coup, selon moi, tu consolides pas une communauté solide qui tu vois, si tu commences à faire ça, alors peut-être parfois ça, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, moi, l'élément important, c'est t'es toi-même, tu es toi-même et tu apportes de la valeur. Tu apportes de la valeur. Et l'autre chose, c'est tu apportes de la valeur. C'est un élément important sans rien attendre en retour. Tu apportes et tu n'attends pas en retour. C'est-à-dire moi, quand je poste mes trucs, je me dis pas ouais, vas-y, je poste parce que je veux qu'ils m'achètent. Je poste, j'apporte et j'attends rien. Je poste, je donne. Et à un moment, j'ai un truc à vendre. Ok, les gars, là, la semaine prochaine, je sors mon nouveau truc, machin, vous êtes prêts? Voilà, ça va durer 1 semaine, 10 jours, boum, boum, boum. Ils prennent pas. C'est pas grave, on est, tu vois. Mais pourquoi, selon moi, c'est important? Parce que si tu attends, tu donnes, tu fais je donne pour recevoir, ça va se sentir, tu vois, et du coup. C'est faux. Ouais. Alors que ça pourrait se comprendre, hein. Je vois le cheminement. Mais, je pense que quand tu fais ça, t'as une forme de lâcher prise, où tu fais ton truc. Voilà, les mecs, je kiffe ça, je le partage avec vous. Voilà, j'espère que vous allez kiffer, tac, allez, à la prochaine, bah. Voilà, t'attends rien. Et les gens, ils se prennent, tu vois, ils se sentent pas agressés, ils sont bien, parce les gens sur les réseaux sont tout le temps. Ouais, n'oublie pas de liker, abonnez-vous, tu vois. Non, vis ton truc, et puis après, voilà, pour moi, c'est autour de ça que je tourne. Et je te dis ça, aujourd'hui, j'ai 45 ans, donc j'ai mon temps dans le jiu-jitsu, j'ai mon temps dans la vie d'homme aussi, et j'ai tout testé, en fait. Quand je te dis ça, essai-erreur. J'ai testé et puis j'ai été racoleur aussi. Tu vois, J'ai pas toujours été comme ça. J'étais, ouais, parce qu'il y a des vidéos, ouais, liker, machin, un truc. Je fais tout le monde disait, mais c'était pas moi, en fait. Mais c'était peut-être nécessaire à ce moment-là. Je sais pas. Mais c'est pour ça que tes conseils sont importants. C'est pour ça que je te les pose. C'est pour ça que je te les demande, parce que il y a l'expérience. Oui, je ne sais pas. Je les faisais parce qu'il fallait le faire et j'ai rencontré des gens de qualité qui m'ont dit ouais, c'est bien de le faire et tout machin. Et puis en plus ils ont des stats à l'appui, ils te montrent que quand tu me fais un appel à l'action, à la fin t'as effectivement plus de likes. Mais si tu en mets un au début, un au milieu, un à la fin, si tu augmentes statistique. Bon, voilà, t'as tout. Et après, ok, d'accord. Et moi à un moment ça m'a saoulé de le faire, tu vois. C'était une énergie que j'avais pas, donc je fais mon truc, je poste. Mais ça a marché comme ça. Voilà, pour moi. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Je sais pas si ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens à l'aise de le faire. C'est la recette Ben Saïd. Voilà. Et moi, je peux le faire longtemps comme ça. Ouais. Mais s'il faut rentrer dans les trucs, machin, tu fais machin, il faut que tu mettes un like, tu fais truc. Pas trop calculé, quoi. Toi, t'as envie d'y aller à la. Voilà. Et après, ça veut pas dire que quand il faut vendre, il faut vendre. Par contre, ça veut pas dire que quand j'ai un programme à vendre,
je vais dire, je vais y aller timidement. Ouais, bon, achetez-le si vous. Non, moi j'ai étudié la vente. J'ai appris à faire des pages de vente. Je me suis formé sur le copywriting, comment écrire des pages de vente, comment écrire des textes de vente. Je me suis formé là-dessus. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de vivre de ça et de vendre mes programmes, il faut que j'apprenne à les vendre. Et puis en amont, tu as défini ton programme, tu as défini ta valeur ajoutée à toi. Voilà. Tu as défini ton expertise. Exactement. Donc du coup, à partir du moment où je suis sûr de mon expertise, je suis confiant dans ce que je fais, bah maintenant, il faut que je sois sûr que ça touche le plus de monde possible. Et comment je suis sûr que ça touche le plus de monde possible? Bah, il faut que j'ai les bons textes de vente, il faut que je trouve les bons arguments, il faut que je sache marketer mon truc. Avec les bons moyens. Avec les bons moyens, parce que peut-être que si tu sais pas le vendre, la personne qui en a besoin, elle va pas l'avoir, tu vois. Ouais. Et parce qu'on est timide, on n'ose pas, tout machin. Non, fonce, tu fais ton truc, tu te plantes, tu te fais critiquer, et t'as foiré. Il y a des choses que j'ai foiré. Je dis, bah, les mecs, je me suis planté, excusez-moi, on recommence, et puis voilà, on est ensemble, et puis voilà, c'est tout, tu vois. Voilà, pour les conseils de la méthode de Samir. Pour ceux qui ont envie de se lancer, voilà. Donc, si on récapitule les conseils, c'est être soi-même, et être soi-même. Voilà. Et définir son projet, être soi-même, et puis apporter de la valeur. T'es toi-même. On va le faire en 3 points. Sois toi-même, apporte de la valeur et n'attends rien en retour. Voilà. Vous avez noté, c'est bon? Donc voilà. Maintenant parce que manifestement, il y a plein de sujets que je voulais évoquer avec toi, Samir, mais je vais devoir te faire revenir. Il va falloir que tu reviennes, tu vas reprendre le périph' et tu vas revenir nous voir. Est-ce que tu prends cet engagement maintenant, tu reviens nous voir pour qu'on fasse un autre podcast? Si tu me demandes en public et que je dis oui, je suis obligé de le faire. C'est pour ça que je le fais maintenant. Comme ça, il y a tout le monde qui nous entend. Parce qu'il y a plein de sujets que je voulais évoquer avec toi, Samir, on n'a pas pu y aller. T'as vu, je parle beaucoup. Hein. Non, c'est très intéressant. Et je veux pas te couper parce que c'est intéressant. Donc je veux pas priver aussi nos auditeurs d'avoir des choses intéressantes parce qu'on avait plein de choses, plein de plans sur la planche. Mais Samir, tu reviens nous voir ou pas? Je reviendrai, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Donc la deuxième question, et dans ce cas-là, je laisse mes autres sujets parce que c'est des sujets sérieux. Je voulais qu'on parle des rêves de Kenza. Je voulais qu'on parle de ton fils, et de la position du père par rapport à tout ça, etc. Donc c'est des sujets intéressants et importants. Mais on les fera dans un autre podcast. Parce que maintenant que tu as promis, tout le monde est témoin, tu vas revenir. D'accord ? Je vais revenir. On va le faire conduire 1h30, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et le deuxième conseil que je t'avais demandé, c'est pour les parents. Les parents qui voient qu'ils ont des enfants qui sont investis dans le sport, qui sont investis dans le jiu-jitsu, qui peut-être eux ne voient pas le potentiel qu'il pourrait y avoir, et se disent voilà, c'est que du sport. Quel conseil toi tu pourrais donner pour essayer d'accompagner ? C'est-à-dire, ok, j'accepte que mon enfant il veuille. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur faire comprendre que ça, c'est un vrai projet de vie? Ça peut être un vrai projet de vie. C'est ton cas, c'est un projet de vie aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, comment faire comprendre aux enfants que leurs enfants, aux parents, que leurs enfants peuvent vivre du jiu-jitsu? Ouais, ou comment ils peuvent les accompagner dans un projet qui est ambitieux, qui est un peu inattendu, tu vois. C'est pas juste du sport. C'est pas juste aller à l'entraînement tous les jours. C'est pas que ça, en fait. C'est pas que perdre son temps. En fait, il va y avoir plusieurs cas de figure, j'ai envie de te dire. Je vais essayer de te répondre brièvement, selon moi. T'as des parents qui vont suivre leurs enfants qui font du jiu-jitsu en mode loisir ou qui sont enfants, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 12 ans, machin. Ils les accompagnent. Bon, ils les accompagnent comme tous parents accompagnent leurs enfants au sport, au foot. La vie continue à côté. Et la vie continue à côté. Et cela dit, pour ces parents-là, je les encourage à continuer à les pousser à faire du jiu-jitsu parce que je pense vraiment qu'intrinsèquement, le jiu-jitsu, c'est un bon outil pour un garçon ou pour une fille. C'est vraiment, on apprend de belles choses de par ce sport. Et ensuite, tu as le parent où ils ont déterminé que leur fils voulait faire de la compétition et veut l'accompagner dans cette voie-là. Voilà, où on va dire où le jiu-jitsu prend plus de place dans la vie de l'enfant et qu'à un moment donné, on se dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, ok, on y croit, on croit à ce que notre fils nous dit, tu vois? Si le fils veut... il commence à donner du temps et de l'importance à ce sport-là, à son entraînement, etc. Dire que ça va être il va y avoir un coût financier à l'accompagnement. Sûr.
Il faut être prêt à faire cet investissement. Si l'enfant il est épanoui dans cette voie-là, le soutenir par la présence. Ensuite, en fait, il y a compétition et compétition, tu vois. Et donc, je suis pas sûr de quoi tu parles en compétition. Parce que moi, je parle de projet de vie. Je parle pas de la compétition, spécialement les titres. Tu vois, ça prend de la place dans la vie, en fait. On s'entraîne beaucoup, on est beaucoup à la salle. On va peut-être moins, tu vois, ça prend de la place dans la vie, en fait. Mais il y a du potentiel. Il y a du potentiel pour la en vie, vivre. Pour la vie, ouais. Pour se construire, pour la vie. Juste apporter votre soutien en étant présent et en croyant en ce projet-là. Parce que c'est un sport littéralement d'avenir, dans le sens où on est qu'au début. C'est un jeune sport. Il y a quelque chose qui a fait un grand bien à ce sport, c'est la légalisation du MMA. Donc ça a amené de nouvelles personnes. On parle beaucoup de jiu-jitsu, on en parle beaucoup plus qu'avant. Donc ça peut être un vrai projet de vie. Les projets de vie à l'ancienne, j'ai envie de dire, avoir sa propre salle, ça prend son sens. Hein. Quand on est parent, on craint beaucoup pour l'avenir de nos enfants. Il y a pas que la compétition, on peut l'accompagner, qu'il fasse ses premières armes en compétition pour prendre du feedback, il fait son truc. Au bout d'un moment, quand il a l'âge, pourquoi pas commencer à passer ses premiers diplômes d'entraîneur en parallèle des études. C'est toujours bon à prendre. Quand je parle idéalement des BPGEPS, tu vois, les diplômes qui te permettent d'être rémunéré. Voilà, il a ses études, il a ça, et puis il monte en niveau, en compétences. Quand il a 20 ans, 25 ans, s'il a commencé à 10 ans, il a déjà 10-15 ans de jiu-jitsu, donc il commence à avoir lui-même sa petite expertise, et puis il sera apte à donner des cours, donc pourquoi pas après. Voilà, il y a un avenir, quoi. Il y a un avenir. Moi, je vais pas te poser la question. Je vais dire, est-ce que toi, si ton fils, il te disait que, oui, ton fils, il le fait. Donc toi, tu l'encourages là-dedans. Alors lui, c'est un projet compétition. C'est pour ça que je voulais savoir si c'était juste un projet à terme vivre du JJB. Il y avait d'autres moyens. Tu vois, il y avait d'autres moyens. Mais lui, il veut performer par la compétition. Donc c'est un peu différent. Tu vois, les sacrifices vont être différents, les attentes vont être différentes. L'approche est différente. Donc lui, c'est cette voie-là. Quand je dis compétition, je parle du plus haut niveau, c'est-à-dire, je sais, en France, c'est un peu tabou de dire ça, mais en gros, c'est champion du monde, ceinture noire adulte. C'est ça, en fait. Il n'y a pas autre chose. C'est champion du monde, ceinture noire adulte. Et à partir de là, à partir du moment où l'objectif, il est clair, il est défini, on a mis une date, une deadline, parce que faut pas que ce soit que des paroles en l'air. On a travaillé sur le pourquoi, la motivation. Comme ça, tu sais pourquoi tu le fais. Et voilà. Et puis après, let's go, quoi, tu vois. Mais voilà, c'est pour ça que t'as projet de vie et t'as projet compétition. Projet compétition, c'est un peu différent. Et après, la compétition, il va déboucher sur projet de vie. Exactement. Évidemment. Ouais. Et quand tu t'immerges quand tu t'immerges à fond dans la compétition, tu vas avoir une expertise, je pense, encore plus pointue que les autres. Tu vas être plus exigeant sur plein de choses. L'expérience, elle est intense, elle est forte, et forcément, c'est une valeur ajoutée. Ça va donner des impôts, ton projet de vie. Ouais, c'est une vraie valeur ajoutée. Sachant que, dans un projet de vie club de JJB, les compétiteurs restent minoritaires. Ouais. Voilà. Et que la seule expertise du jiu-jitsu ne suffira pas à se construire un projet de vie. Parce qu'on l'a vu, il faut se former sur d'autres choses. Oui, il faut maîtriser d'autres domaines, etc. Oui. Tu me parlais en communication, je me suis aussi formé en communication. J'ai fait des formations, des séminaires, je me suis déplacé. Je suis déplacé à Londres, j'ai fait des formations en communication pour apprendre à communiquer, pour apprendre à écouter. J'ai investi. L'autre jour, j'ai fait un calcul, j'ai dépensé, en parallèle, j'ai dépensé plus de 12 000 euros de formation. Ouais. Et je suis pas un de ceux qui dépensent le plus. La formation, ça coûte cher. Ben oui, parce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça à l'école. Mais tu sais, je suis autodidacte, j'apprends, un truc de ouf, purée, il faut que je connaisse ça. Et puis après, alors tu peux tout trouver sur YouTube.
Tu peux, mais tu vas perdre un temps fou à aller chercher. Après, c'est bon. Je travaille un peu, je mets un peu d'argent de côté, et puis go, je me forme. Et puis après, c'est une mine d'or, parce que en peu de temps, t'as du nectar, tu vois. Le mec, il te donne tu fais, truc de ouf, comment je suis passé à côté de ça toute ma vie, tu vois. Ouais, ça facilite la voie. C'est vrai que les autodidactes, ils ont cette force de pas avoir peur, ils y vont, ils cherchent, ils vont y aller, ils vont y arriver, mais ils vont prendre plus de temps que les autres parce qu'ils vont pas forcément prendre l'autoroute qui t'emmène direct à destination. Ah ouais, petite route, il y a une impasse, je fais demi-tour, je reviens, tu vois. Bah, tu perds trop de temps, en fait. Ouais. Et moi, vu que j'ai commencé tard, j'avais plus de temps à perdre, en fait. Ouais. Donc, je me suis dit, ok, vas-y, je dépense 1000 là, mais si je gagne 10 000, 20 000 plus tard, c'est pas grave, tu vois. Yes. Je les ai rentabilisés. Et donc, voilà. Je pense, n'hésitez pas à vous former. Franchement, n'hésitez pas. Voilà. Si vous sentez que vous manquez en compétences, et vous manquerez en compétences, c'est sûr, c'est indéniable, formez-vous. Personne n'a la science infuse. Et ce que vous allez gagner en compétences va faire partie de vous-même. Et vous le gardez à vie, en fait. Tu vois, la science que les gens, ils ont, une fois que tu l'as, elle est à toi. Ouais. Moi, par exemple, mon savoir en jiu-jitsu, je l'ai, il est à moi. Tu peux me mettre une ceinture blanche autour de la taille. Ma connaissance, elle est là, tu vois. Mes connaissances en communication, je les ai, elles sont là. Je peux aller partout dans le monde, tu vois. Donc, c'est des choses, tu les payes une fois, elles sont à toi à vie. C'est pas comme t'achètes ton téléphone et puis dans 2 ans, il y a plus de batterie, t'arrives plus à le charger et c'est mort, tu vois. Donc, c'est des investissements pour moi qu'il faut pas hésiter à faire, qui parfois dans les quartiers, dans certaines communautés, c'est un peu mal vu de faire, de dépenser de l'argent pendant ça. Ouais, qu'est-ce que tu vas dépenser de la thune là-dedans? Ah, vas-y, tu te fais arnaquer, machin. Bah, il faut vaincre un peu ça parce que c'est réel. Bah voilà quoi. Faut apprendre. Voilà. Et puis, moi des fois, je me dis, au pire, je me fais arnaquer, je m'en fous. Ouais. voilà. Au pire. Ce sera une expérience. Samir, franchement, c'était top. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi, Samir. Merci encore, vraiment, pour ta présence, pour ta transparence, ton honnêteté. Tu as partagé des choses avec nous, avec tous nos auditeurs aussi. Laissez-nous en commentaire ce qui vous a interpellé, si vous avez des questions pour Samir, etc. De toute façon, il va revenir nous voir. C'est une promesse. Donc, voilà. On pourra lui poser la prochaine fois qu'il vient. Et voilà, laissez-nous vos impressions. Samir, si on veut te contacter, si on veut rentrer en contact avec toi, si on veut trouver des formations qui sont plus disponibles, parce que là, c'est pas encore, vous pourrez pas, c'est trop tard, mais si on veut pouvoir être en contact avec toi quand t'annonces ton livre, etc., où est-ce qu'on peut te trouver? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on pourra mettre les liens sur la vidéo? Bien sûr. Ok, du coup, vous pouvez me trouver sur Instagram, sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube, et vous regardez en dessous des vidéos, il y a un petit livret qui s'appelle 7 secrets pour progresser en JJB. En fait, c'est les 7 stratégies que j'ai mis en place, moi à l'époque pour progresser rapidement. Tout à l'heure quand je te parlais de caméra de filmer, dedans j'ai marqué filmez-vous et tout machin. Okay. Toi, j'ai mis les 7 et dedans, du coup, une fois que vous téléchargez, vous pourrez recevoir mes mails après quand j'envoie des mails. Après, vous pouvez vous désabonner de la liste email, il y a pas de souci. Donc voilà, Instagram. 7 secrets pour progresser en JJB et le livre Jiu-Jitsu la force tranquille, disponible sur Amazon. Ok. Donc on te contacte et donc le livre se télécharge sur ton site. Le livre, le lien qu'il y aura dans YouTube, on clique dessus, ça va mettre sur ton site. En fait, dès qu'il va cliquer sur le lien, ça va te demander d'entrer ton adresse email et tu vas recevoir un mail avec le lien de téléchargement. Parfait. Directement. Ok, voilà, vous savez où le trouver. Nous aussi, parce qu'il va revenir. Et voilà. À bientôt, Samir. Merci beaucoup, à très vite. Pour vous qui avez écouté, je vous dis donc, comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain épisode, le mois prochain, et n'hésitez pas à partager ce podcast. On est sur les plateformes de streaming, on est sur YouTube. Partagez autour de vous, et si ça vous a plu, laissez-nous des commentaires, envoyez-nous vos impressions. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on évoque, ou des invités que vous souhaitez qu'on invite, partagez ça avec nous aussi, on se fera un plaisir de le faire. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Samir, encore merci et à très vite. Ciao.